Bonsoir à tous, merci d'être venus, assez nombreux quand même, pour cette présentation du dernier ouvrage de David Mühlmann qui nous a fait le plaisir de venir, qui était déjà venu une précédente fois pour son livre qui s'appelait Lénine en son temps, que je vous invite tous à lire, que vous avez peut-être lu par ailleurs. Cette fois-ci, il s'agira de Où va la France de Macron, qui a été publié aux presses universitaires de France, Dynamique du capital et lutte sociale. Alors pour ce qui est du CV, David Mühlmann, vous enseignez à Sciences Po, vous avez aussi une pratique de psychanalyste, si je ne me trompe pas. Et si on vous a invité, c'est parce que vous avez essayé avec ce livre de suggérer une démarche qui est celle d'analyser la France, disons, de ces 30-40 dernières années, sous l'angle de la totalité. Vous déplorez notamment le fait que beaucoup de penseurs, de chercheurs qui appartiennent à la famille marxiste au sens large, on va dire, se perdent parfois dans des études qui sont assez sectorielles ou qui sont basées sur des questions proprement théoriques, des figures en particulier. Et là, ce qui vous intéresse, c'est plutôt d'effectuer l'analyse concrète d'une situation concrète, pour citer quelqu'un dont on a déjà parlé, qu'on connaît assez bien. Voilà, sans plus attendre, je vais vous laisser, alors un peu comme à chaque fois, on va vous laisser présenter le livre. Ensuite, Jean Numa, qui nous a aussi fait le plaisir de venir et qui a rédigé la préface, va rajouter quelques remarques et ensuite on passera aux questions. Et à la fin, si vous êtes sage, vous aussi, vous pourrez participer. Donc voilà, sans plus attendre, je vous cède la parole. Merci. Écoute, merci Oliver, merci à Dominique Mazuet et à Tropique pour leur nouvelle invitation et merci à Jean Numa aussi d'être là et à vous tous. Donc effectivement, donc après le travail sur Lénine, en parallèle, c'était en fait, à vrai dire, c'était un travail parallèle. J'ai travaillé sur la France parce qu'effectivement un des points importants, c'est là, comme tu disais, c'est ce mot de Lénine qui est finalement, il faut travailler sur l'analyse concrète d'une situation concrète. Il faut faire fonctionner d'une certaine manière le corpus marxiste. Donc ça m'a intéressé de faire une analyse sur la France qui, à mon avis, manquait. Alors je vais pas faire un discours d'une heure, mais je pense que comme beaucoup de gens ne l'ont pas lu et comme je pense que c'est un livre qui se prête à beaucoup de discussions, d'interrogations et de critiques au sens positif du terme, je pense que c'est bien de poser les choses sur qu'est-ce que dit le livre et qu'est-ce qu'il ne dit pas et comment il se positionne. Donc je vais prendre peut-être un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Okay. Donc le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est la continuité de ce livre avec les précédents livres et notamment le livre sur Lénine, avec cette idée que finalement il n'y a pas de stratégie politique possible, en tout cas à gauche, sans diagnostic de la situation, sans repérage des failles, des lignes de rupture, bref, sans prise de recul stratégique. Je pense que cette réflexion-là, et dans une période où cette réflexion s'impose, à moins d'être dans un activisme, à mon avis, qui n'a pas beaucoup de valeur. Mais je pense que si l'on espère un jour rouvrir une perspective de transformation en profondeur des rapports sociaux, il faut s'interroger sur diagnostiquer la période pour voir quelles sont les lignes de faille. J'aime bien rappeler que avant 1917, Lénine a fait un travail intellectuel fondamental. Vous savez qu'en 1899, il a écrit un livre qui s'appelle « Le développement du capitalisme en Russie », où il travaille de manière extrêmement minutieuse la pénétration de cette nouvelle économie dans la Russie, je dirais, ancestrale. Et je pense que sans ce travail-là, 15 ans avant, eh bien, il n'y aurait peut-être pas eu la performance révolutionnaire au sens où l'action, la finesse d'action, la finesse tactique et stratégique n'aurait pas pu s'opérer. Donc je pense que nous sommes dans un moment similaire où il faut prendre le temps du recul. Et effectivement, comme vous l'avez dit, dans mon sens, depuis les deux grands ouvrages de Marx qui sont sur la question française, Les luttes de classe en France et le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte, finalement, curieusement, aucune actualisation finalement de ces livres n'a été faite. Les marxistes, on ne sait pas trop sur quoi ils travaillent, ça peut être sur la religion, sur l'utopie, sur l'esthétique, sur beaucoup de choses, sauf sur la réalité, ce qui devrait être à mon avis le travail de base. Donc effectivement, j'ai fait ce livre aussi parce que personne, me semble-t-il, ne l'avait fait. Je dis ça sans prétention. Le livre est absolument critiquable sur tous les plans, mais je pensais effectivement qu'il fallait retravailler et remettre de la chair dans l'analyse concrète d'une situation concrète. Quand on regarde les livres qui se font sur Macron ou sur la France, il y a beaucoup d'essais journalistiques qui interrogent le style présidentiel, son style de leadership, la personnalité supposée du personnage pour expliquer les choses, mais finalement avec assez peu de bases quantitatives, statistiques et bases qualitatives au sens de la construction des faits qui permettent de penser la période. Et c'est pour ça que je l'ai entrepris. Donc il s'agit effectivement d'une analyse de la situation française sous trois éléments interdépendants, et j'insiste sur ce critère-là qui me semble le critère important
dans le champ du marxisme, qui est le critère de la totalité, tel qu'a pu le définir Marx, s'inspirant de Hegel et travaillé par d'autres, je pense au jeune Lukács notamment, même si on n'aime pas trop le citer ici, mais peu importe. Disons, un certain nombre de personnes, effectivement, je pense que la puissance, si vous voulez, du logiciel marxiste est celui du critère de la totalité, c'est-à-dire saisir en interdépendance à la fois le développement économique, la structure et la morphologie du capitalisme, les luttes sociales qui s'y articulent bien entendu, et les transformations du champ politique ou des superstructures politiques, pour parler de manière plus marxisante, disons. Donc c'est ce que j'essaie de faire en liant les trois éléments. Cette interdépendance-là me paraît, d'un point de vue méthodologique, là vraiment la puissance de la méthode par rapport à bien d'autres méthodes. Aujourd'hui, les économistes font un certain nombre de boulots sur la France, les sociologues en font, les politistes travaillent sur les transformations institutionnelles du pouvoir politique, mais finalement, qui articule proprement, ou qui essaye d'articuler les corrélations ou les correspondances entre les niveaux et les plans de la réalité sociale, à mon avis, peu de gens le font, et j'essayais modestement d'y amener ma brique. Alors, qu'est-ce que le livre montre ? Je pense qu'il montre à minima trois choses. Premièrement, que le phénomène Macron s'inscrit et reflète ce que j'appelle un moment de santé outrageux du capitalisme français, qui s'est aujourd'hui financiarisé, qui est bien inséré dans la mondialisation, et qui en fait, avec une dynamique qui en fait ne s'est pas construite véritablement sous Macron, mais qui, selon mes analyses, s'est déclenchée plutôt sous Sarkozy. Et on le repère aussi avec une évolution très forte du style présidentiel dans la Ve République, avec un style qui était plutôt austère sous le régime, je dirais, gaulliste ou gaulo-pompidolien d'une certaine manière, absolument. Et avec effectivement Sarkozy qui devient une sorte de cadre dirigeant, VRP, qui va vendre des armes à droite à gauche, de l'énergie, et qui, d'une certaine manière, reflète bien, je dirais, le nouveau moment de la mondialisation dans lequel s'insère la France. Donc je pense que la rupture, elle est plus à partir de Sarkozy que sous Macron. Et le point que j'ai voulu montrer, et Jean Numa le pointe bien dans sa préface, c'est que derrière les faits de dégradation des services publics, de l'hôpital, de l'école, du déclassement social, etc., qui est assez bien repéré par la presse de gauche, eh bien, il y a une véritable santé globale du capitalisme français, portée par des secteurs qui restent importants, à l'intérieur d'une division internationale du capital, notamment le secteur de la banque, de l'assurance, du luxe, et de certains secteurs soutenus par l'État, notamment armement et haute technologie. Et donc dans cette division, je ne peux pas résumer en 5 minutes toute la première partie, mais dans cette division internationale du capital, la France est structurellement désindustrialisée, elle est faible sur les biens manufacturés, elle est très forte sur certains services et notamment dans la banque assurance, d'où effectivement ce fameux déficit abyssal de la balance commerciale. Je rappelle aussi que les profits du CAC et les dividendes n'ont cessé d'exploser, y compris sous la période du Covid et dans la situation d'inflation que nous vivons et de quasi-récession actuelle. S'il fallait prendre deux exemples concomitants d'une certaine manière, qui sortent du livre, je dirais la semaine dernière on a reçu deux éléments importants. Le premier, c'est le baromètre social de Secours Populaire, je crois, qui montre que 38% des Français sont aujourd'hui en précarité alimentaire, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à faire 3 repas par jour. Et en même temps, on a reçu une autre information qui sont que les dividendes du CAC 40 pour la deuxième trimestre 2022 sont d'environ 48-49 milliards d'euros, ce qui correspond à un niveau historique de 12% de plus que l'année d'avant et de 10% de plus par rapport à 2021. Je rappelle que 2021, c'était pour les profits cumulés du CAC 40 environ 147 milliards d'euros, ce qui était là aussi un profit historique, et que les salaires des patrons du CAC en total package ont augmenté d'environ en moyenne 100% en 2021, au moment même où il y avait un certain déclassement des classes moyennes au niveau du Covid. Donc voilà, c'est que pour donner quelques chiffres, et je ne vais pas jouer mon Piketty, comme diraient certains. Voilà. Alors, ça c'est le premier fait. Deuxièmement, la période, et ça on pourra en discuter, correspond, je pense, à un nouveau mouvement autoritaire de l'État, qui se nourrit en boucle de l'extrême droite et du déplacement du pouvoir de décision vers les secteurs exécutifs et administratifs de l'appareil d'État, au détriment des instances, je dirais, plus de délibération et représentatives. On l'a vu au quotidien, notamment dans le cas des retraites, mais ailleurs, avec une logique de mépris du Parlement,
d'usage immodéré du 49.3, du mépris du dialogue social. Enfin, je ne vais pas vous refaire la séquence des retraites, ou même des syndicats dits réformistes comme CFDT n'étaient pas peu invités en amont des négociations. Voilà, gestion hors contrôle des questions sanitaires, avec le fameux Conseil de défense qui n'était pas, je dirais, sous contrôle ni parlementaire ni citoyen. Et puis, qu'on le veuille ou non, un phénomène quand même, et ça je l'ai mesuré statistiquement et je l'ai analysé, de durcissement dans les techniques de maintien de l'ordre, avec des techniques de nassage qui changent, avec un armement de la police qui se militarise, etc. Donc il y a, je pense, un ensemble de faisceaux de faits qui montrent qu'il y a un durcissement de l'appareil d'État, et avec un pouvoir qui, on peut dire, se déplace verticalement, c'est-à-dire des instances parlementaires vers les secteurs de la haute administration et de la décision administrative. Ça ne veut pas dire évidemment que l'État, j'ai envie de dire, qu'il se désinvestisse, c'est-à-dire qu'en fait il y a tout un discours à gauche comme quoi l'État se désinvestit, il faudrait plus investir dans l'État. En fait, quand on regarde les chiffres, on voit que l'État investit, mais dans certains secteurs, et notamment dans ce qu'on appelle l'appareil répressif d'État. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple le budget 2023 de l'armée, il frôle les 49 milliards d'euros cette année, plus de 3 milliards d'euros par rapport à l'année dernière en inflation, en croissance permanente, et avec dedans évidemment la gendarmerie qui ne sert pas spécialement aux opérations extérieures. Donc et si on regarde par exemple le prix du matériel militaire, qui est aujourd'hui de l'équipement militaire de la police, il croît de manière vertigineuse, comme pour la police, comme pour la gendarmerie, comme pour la justice. Et pour les prisons. Donc là aussi, c'est-à-dire pour certains diraient que finalement on investit moins dans la main gauche de l'État, mais on investit de plus en plus dans la main droite de l'État. Moins dans les services sociaux, ou en tout cas, on leur permet de fonctionner, l'hôpital, l'université, la pédopsychiatrie. Il suffit d'être un citoyen lambda pour se rendre compte, si vous voulez, je dirais de la DZ des services sociaux, et un surinvestissement dans la partie de l'appareil répressif d'État. Troisième constat, là j'ai fait l'analyse des luttes sociales d'un point de vue qualitatif et d'un point de vue statistique, en comptant les jours individuellement travaillés, les différents types de grèves, etc. On aboutit quand même à l'idée que on vit un moment de lutte sociale qui sont affaiblis, en tout cas dans leur corps ouvrier traditionnel, des luttes qui sont éparpillées, même si elles sont virulentes, de type gilet jaune par exemple, ou de type émeute urbaine, etc. Et en fait, le point que je voudrais souligner là-dessus, c'est que je pense qu'on vit un moment particulier qui est celui d'un décrochage qui est singulier dans l'histoire du mouvement ouvrier, entre des organisations de gauche, syndicales et politiques, qui sont en décrochage avec des mouvements sociaux ou avec des mouvements de révolte qui sont de plus en plus composites et moins organisés. Donc typiquement, on a des phénomènes, Gilets jaunes, Notre-Dame debout, Notre-Dame-des-Landes, Sainte-Soline, retraite, etc., mais qui ne sont plus menés, ni organisés, ni dirigés, ni d'un point de vue stratégique et d'un point de vue organisationnel, par les organisations traditionnelles de la gauche. Et ça, je pense que c'est un point important de rupture, d'où, à mon avis, la stérilité de bien des mouvements sociaux. Alors, on pourrait dire que le mouvement des retraites est un contre-exemple, puisque quelque part les syndicats ont catalysé un mouvement citoyen. Mais là aussi, si on regarde le nombre de jours de grève, il est extrêmement faible. Pareil pour les Gilets jaunes, manifestations citoyennes tous les samedis, etc. Mais quand on regarde les grèves ouvrières, le nombre de grèves dans les entreprises, eh bien, c'est en faiblesse, je dirais, continue. Donc il y a quelque chose de l'ordre des questions sur le travail, sur les salaires, sur les retraites qui se maintiennent, une conflictualité de fond qui se maintient, mais qui se positionne en dehors de l'espace traditionnel des luttes ouvrières qui sont l'entreprise. Et donc ces trois phénomènes, et c'est ça que j'essaie de montrer, sont interdépendants et font système, c'est-à-dire, pour être précis, recul, à mon avis inédit, de la résistance sociale organisée qui permet l'offensive de ce que j'appelle, on va en discuter sans doute, le néolibéralisme autoritaire, c'est-à-dire ce mixte très particulier entre une nouvelle offensive capitaliste et un durcissement ou un raidissement de l'appareil d'État. Et cela est possible précisément, cela pour effet, si vous voulez, quelque part, d'avoir un effet de répression par rapport aux perdants de la mondialisation. Donc éléments systémiques, offensive capitaliste, pas de résistance sociale et durcissement de l'appareil d'État. Donc dans la France que nous vivons, France républicaine, patrie des droits de l'homme, la séparation des pouvoirs, on a vu, je le répète, ce bloc, cette unité de pouvoir, ce que j'appelle une unité de pouvoir se dessiner,
Je l'ai dit, peu de négociations sociales en amont, un mépris des revendications par les millions de manifestants, passage en force au Parlement, violence policière et validation du projet par le Conseil constitutionnel. Donc je ne suis pas le seul à penser cela et on pourra en débattre. Il y a des gens qui utilisent le terme de néolibéralisme, d'autres qui utilisent... On va en discuter. Moi je parle de néolibéralisme autoritaire, et on va en parler. Et en fait, ou d'autres comme on parle d'illibéralisme. En tout cas, je pense qu'il est indéniable, selon moi, on va en discuter, qu'il y a un phénomène d'ailleurs qui ne touche pas que la France, mais qui touche l'ensemble des démocraties avancées, qui est ce mixte entre un libéralisme économique forcené et un nouveau moment autoritaire de l'État. Je ne mets pas toutes les situations dans le même sac, mais il me semble que entre le phénomène Trump, Bolsonaro, Meloni, la question hongroise, la question suédoise où l'extrême droite est aux portes, il y a un nouveau moment, si vous voulez, de ce que j'appelle le pouvoir capitaliste, qui est précisément ce mixte entre une nouvelle offensive libérale économiquement et un raidissement politique nouveau de l'État, et qui est compliqué, qui est problématique parce que, vous le savez, il y a un lien historique entre libéralisme économique et libéralisme politique, au sens où historiquement c'est la bourgeoisie économique qui a porté les valeurs du libéralisme économique, du libéralisme politique, pardon. Et je maintiens que ce nouveau raidissement de l'État, personne ne l'avait anticipé. Si l'on voit dans les années après la chute de l'Union soviétique, quand on regarde à la fois les discours politiques ou dans le champ intellectuel, eh bien finalement tout le monde pensait que l'hypertrophie de l'État serait en quelque sorte une sorte de scorie du développement historique. Et que, pour reprendre le terme d'un libéral qui s'appelait Michel Crozier, État moderne, État modeste. Personne ne pensait, de l'extrême gauche trotskiste jusqu'à l'extrême droite qui était encore libérale avant le tournant social de Marine Le Pen, que finalement le durcissement de l'État allait avoir un avenir. Il n'y a qu'une personne, on pourra en discuter à mon avis, qui a bien vu le sujet, c'est le seul, c'est Poulantzas, un intellectuel marxiste qui, dans un livre, je pense 78, L'État, le pouvoir, le socialisme, 78, avait terminé son livre sur un chapitre qui s'appelle « Le nouveau moment autoritaire de l'État », et il s'était pris effectivement les foudres de bien de gens à gauche qui étaient dans une logique d'autogestion généralisée, et lui pointait qu'il y aurait ce déplacement structural du pouvoir parlementaire vers des formes plus directives du pouvoir d'État, et je pense que c'est quelque chose que d'un point de vue stratégique, si on est à gauche, on doit penser. Alors, très rapidement, et après je m'arrête, double conséquence de cette situation. Premièrement, je pense qu'il n'y a pas d'alternative, d'une certaine manière. Je pense que nous vivons une situation... Pas de démagogie. Comme disait Thatcher. La baronesse, voilà, comme disait la baronesse. Voilà. Je pense qu'actuellement, il n'y a pas d'alternative à cette situation qui... Non, madame, excusez-moi, j'ai fait une alerte au début. Ne demandez pas ça, il faut tendre l'oreille. Sans ça, vous entendrez mieux quand vous réécouterez la vidéo plus tard. Il n'y a pas de micro, voilà. Donc il n'y a pas de micro, je couperai ça. Il n'y a pas d'alternative non plus. Et il n'y a pas d'alternative à tendre l'oreille. Sinon, une logique que j'appelle un pourrissement sans crise. C'est-à-dire qu'avec un risque, à mon avis, qui est celui qui est lié à ce que j'appelle le décrochage entre les luttes au sens large et les appareils traditionnels de la gauche, qui est celui d'une violence désordonnée. Comme on l'a vu avec les Gilets jaunes, comme on l'a vu avec les émeutes urbaines, etc. Alors, après, c'est une question politique. Certains peuvent s'en réjouir. Si vous êtes dans le champ de l'anarchisme, vous pourrez peut-être vous en réjouir. Moi, je pense qu'il y a une impasse à ce décrochage-là. Et évidemment, la question, c'est comment le reconstruire. Et je n'ai aucune baguette magique sur ce plan-là. Deuxièmement, je pense qu'il y a ce bouclage qui se fait entre cet ordre néolibéral au sens d'un regain d'autoritarisme d'État et l'extrême droite qui se nourrit en boucle. Et je ne pense pas pour autant que ça veut dire que l'on vit, comme certains le théorisent, un risque ou un processus de fascisation du pays. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent, on pourrait citer les noms, mais ça n'a pas une grande importance, que nous vivrions un risque de fascisation du pouvoir d'État. Je ne pense pas, je pourrais m'en expliquer là-dessus. Je pense que si demain, et c'est la trajectoire qui s'ouvre, Marine Le Pen ou équivalent, peu importe la personne, mais en tout cas si l'extrême droite venait au pouvoir, et je pense que c'est la tendance, je pense qu'il n'y aurait aucune rupture par rapport à l'ordre actuel. Je pense qu'il y aurait un durcissement de la situation, mais en aucun cas une rupture au sens d'un fascisme non républicain. C'est mon point, on pourra en discuter si vous le souhaitez. C'est Barbine. Si tu veux. Tu as vu l'affiche? Absolument. Barbine. C'est Barbine, si tu veux. Alors, quelles sont rapidement les 2-3 leçons qu'il faut tirer, à mon avis, de cette situation? Première leçon qu'il faut, dans l'esprit de Marx, penser le capitalisme
dans sa globalité, dans sa structure, dans ses dynamiques, c'est-à-dire dans ses rapports de force. Marx disait le capital est un rapport social. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de pleurnicher, si vous voulez, sur des services publics, s'indigner, comme le disait celui qui est maintenant dans sa tombe, ou pointer les inégalités de manière permanente, comme le font des économistes de renom. Pointer les inégalités de revenus ou de pauvreté. Je pense qu'il faut analyser les rapports de force dans la production, dans le champ de la production, qui produisent effectivement ces inégalités ou ces asymétries dans la circulation, dans les revenus. Donc il y a première leçon qui est la manière dont on pense le capitalisme comme rapport social et pas d'être dans une gauche de production. Absolument, pas dans une, si tu veux, pas dans une gauche qui pleurniche, si tu veux, sur le recul des services publics et sur la pauvreté qui n'est qu'une conséquence. Deuxièmement, je pense qu'il faut, je ne sais pas le dire de manière moins pédante, déconcaténer les choses. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a un récit national de droite qui parle du déclin français et qui, à mon avis, sous-estime la position mondiale et les forces de la France. C'est-à-dire que le déclinisme, je pense, est empiriquement faux quand on voit que la France reste la 6e puissance économique et j'essaie de l'argumenter dans le livre, qu'elle reste une puissance. Et quant à la gauche, je pense qu'elle est dans une réduction symétrique avec une sorte de catastrophisme qui couple crise économique et crise démocratique. Or, je pense qu'il n'y a pas de crise économique au sens strict. Je pense qu'il y a une crise démocratique, mais en tout cas, il n'y a pas ce couplage entre crise économique et crise démocratique. Et je pense qu'il faut penser ce raidissement de l'État, parce que je pense que c'est toi, Jean-Dumas, qui en parle dans ta préface. Si on prend un exemple rapide, si on voit l'exemple de la Grèce, par exemple, en 2016, où il y avait un micro-vacillement institutionnel, si vous voulez, organisé par les forces de gauche, quand on voit comment les classes dominantes ont réagi à l'échelle nationale et à l'échelle européenne, on peut se dire qu'est-ce qui se passerait si demain, et ce n'est pas du tout un scénario que je souhaite, ce n'est pas un vœu politique, si un Mélenchon, par exemple, si on fait la prospective, arrivait demain au pouvoir, si vous voulez, à quel type de raidissement politique et de résistance des classes possédantes on assisterait. Je pense que c'est là où il y a une réflexion stratégique à avoir. On parle beaucoup aujourd'hui des 50 ans de la révolution, c'est pas le terme, mais en tout cas de l'accession de Salvador Allende au pouvoir, avec beaucoup de romantisme. Mais pour moi, en tout cas, la seule leçon importante de la question chilienne, c'est que Allende croyait qu'on pouvait déposséder les classes dominantes par les élections, et on a bien vu que c'était absolument impossible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déposséder des classes dominantes sans rapport de force politico-militaire avec les forces sociales adverses. Et je pense que c'est ça la grande leçon du Chili, qui ne doit pas être plaquée sur la France, mais en tout cas, on ne peut pas penser que par les élections, on puisse toucher à la question de la propriété sans avoir, j'ai envie de dire, un retour de bâton autoritaire qui peut être effectivement assez mortel. En tout cas, dans le cas d'Allende, ça l'a été. Troisième et dernière conclusion, je pense qu'il faut poursuivre l'analyse, la recherche, le recueil des faits, dans un esprit qui combat, alors ça me concerne peut-être plus moi et Jean-Dumas, mais je pense que c'est important de le dire, qui combat l'ultra-spécialisation de la recherche en sciences sociales. C'est-à-dire que je pense qu'il faut continuer à travailler, à faire les liens entre les niveaux d'une même totalité, entre les luttes sociales, les transformations de la morphologie du capitalisme et les transformations institutionnelles dans le champ politique. Beaucoup de politiciens, une fois de plus, travaillent sur les changements institutionnels et l'hyper-présidence, comme on dit, pour prendre un terme à la mode, mais sans le relier du tout à la phase actuelle que nous vivons d'un point de vue économique et d'un point de vue social. Alors bien sûr, se pose la question programmatique et organisationnelle, mais je pense qu'elle vient après le diagnostic. Et je pense qu'il faut travailler à avoir une base de faits et une analyse sur laquelle on puisse s'accorder, une fois de plus, pour retrouver les éléments de faille, les brèches, pour pouvoir construire une alternative politique. Si on ne le fait pas, je pense qu'on a pour seul effet que de rester dans un activisme qui n'aura pas de débouché politique sérieux. Voilà en quelques points ce que je voulais rappeler, ce qui permet de cadrer peut-être la discussion et répondre à vos questions. Donc éviter l'esprit de clocher universitaire, en somme. Oui. Si l'habitus, comme dirait... Exactement. Si vous voulez, moi j'ai une formation, je suis docteur en sociologie, je sais comment fonctionne en tout cas la sociologie actuellement. Si vous voulez, on additionne les monographies ultra spécialisées, etc. Et je pense que là-dessus, je pense à quelqu'un qui s'appelle Bernard Lahire, par exemple, qui a à mon avis, qui est juste là-dessus, qui dit
il faut retrouver les fondements, si vous voulez, de l'inspiration des sociologues, et il range Marx là-dedans, on pourrait en discuter, qui est de retrouver des lois sociales, qui est de retrouver des règles sociales. Il faut industrialiser la recherche. On a beaucoup d'enquêtes empiriques aujourd'hui, qualitatives et quantitatives. Il faut les sédimenter, il faut les industrialiser, il faut retrouver les éléments de régularité dans la totalité sociale, plutôt de continuer dans cette division du travail qui, à mon avis, ne permet pas de penser. Et je pense que ça doit être pareil en histoire, où tu dois avoir des micro-monographies dans tous les sens. Mais voilà. Tout à fait. Bon, bah, merci David. Jean Numa, peut-être. Bon, donc on va enchaîner sur les micro-choses qui existent à l'université. Ça ne manque pas en effet. Non, juste pour vous expliquer la démarche qui a été la mienne. Bon, David et les PUF m'ont demandé très aimablement de préfacer ce livre. Et effectivement, en le préfaçant et en faisant en quelque sorte la promotion dans un certain nombre de circuits, ma démarche a été la suivante. Il existe effectivement dans le champ académique, chez les libraires, une multitude d'ouvrages intéressants sur toute une série de domaines. Bien sûr, il ne s'agit pas de remettre ça en cause. Mais lorsqu'on se situe du point de vue, on va dire, des idéaux historiques issus du mouvement ouvrier, du socialisme, d'inspiration de Marx, finalement, il n'y a pas beaucoup d'analyses s'inspirant de Marx et du marxisme pour analyser les situations les plus contemporaines. Alors, je sais bien qu'il y a 1001 études dans différentes langues qui sortent, s'inspirant de Marx, travaillant sur tel ou tel aspect de Marx parfois, ou du Marxisme très précis. Moi-même, je fais ça de temps en temps, parce que, en l'occurrence, le clocher universitaire, c'est mon métier, donc il faut bien le faire quand même de temps en temps. Non, mais ça a sa vertu. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une disproportion totale entre l'éclatement absolu et le fait, au bout d'un moment, de proposer des ouvrages de taille humaine, si je puis dire, qui proposent une analyse concrète. Donc ça, c'est la première chose. Et puis bon, c'est un grand secret, c'est aussi une démarche que l'on a à plusieurs, spécifiquement au PUF, et il faut remercier les PUF d'accueillir aussi ce type d'ouvrage. C'était le cas du Lénine, c'est le cas d'autres livres en même style. Donc ça, c'est une chose qui me paraît importante à souligner pour commencer. Après, sur effectivement les singularités du propos de David Mühlmann, moi, la première chose qui m'avait marqué quand je l'avais lu, c'était cette question effectivement de la nature du capitalisme français. Il ne manque pas non plus d'études sur telle ou telle grande entreprise, telle ou telle enquête, y compris les ramifications. Vous pouvez trouver dans la presse de gauche des choses sur les scandales liés à Total, etc. Bon, y compris la France-Afrique, pas de problème là-dessus. Le problème, c'est que l'analyse globale qui est proposée, quand il y en a une, est plutôt de dire effectivement la France est un pays en déclin, en crise. Le système capitaliste, en fait, se résume à la domination américaine et l'émergence de la Chine, et finalement tout l'espace intermédiaire, y compris le bloc que représente l'Union européenne et certaines grandes puissances en son sein, ne sont pas véritablement analysés en tant que tels. Donc là, ça me paraît être une chose importante qui est mise en avant ici, parce que sinon, vous cédez le flanc, effectivement, à un déclinisme qui existe et à gauche et à droite. Donc la droite, ça leur permet d'instrumentaliser toute une série de récits réactionnaires sans problème. Et à gauche, ça permet finalement de laisser libre cours à n'importe quel activisme, puisque comme il n'y a pas vraiment d'intérêt à analyser un capitalisme spécifique allemand, français ou autre, même périphérique, eh bien finalement, tout se décide au sein de grandes puissances qui sont ailleurs ou d'instances supranationales. Il n'y a pas de responsabilité propre des classes dominantes françaises, du capitalisme français. Tout ça n'existe pas. Oh. Tu sais, toutes les 30 minutes, il faut que je redémarre, ça va être très bref. Que je fais trop de gestes et que... Non, non. Mais je connais bien, à chaque fois que je parle, moi ici, je me trouve toujours au moment où il faut changer, mais 30 minutes, voilà, à toi de jouer. Donc, une analyse dont on peut discuter la façon dont c'est qualifié, etc., et du capitalisme français, prenant acte que c'est un capitalisme quand même dynamique sur un certain nombre de secteurs. Et effectivement, ce qui est appréciable aussi, au-delà des éléments statistiques que tu as mobilisés, c'est la mobilisation même de la presse économique, entre guillemets bourgeoise, qui, elle, s'épate jour après jour. J'en ai cité dans la préface, je crois, au moment où je l'écrivais. J'ai fait l'effort de regarder un peu, et effectivement, vous pouvez avoir toute une série de journaux de gauche qui critiquent un certain nombre de choses. C'est très bien que ça existe, mais la presse de la classe dominante à proprement parler, se satisfait enfin du tournant français, qu'on n'est plus dans l'exception, que la désindustrialisation a été rondement menée et qu'il y a une mutation du capitalisme qui est très favorable au profit, etc. Donc ça, c'est intéressant. Je t'en prie. Je crois qu'on en a déjà parlé. Si vous voulez comprendre ce qui se passe, ce que c'est que le capitalisme aujourd'hui,
indépendamment du jugement que vous pouvez porter dessus, c'est les Échos qu'il faut lire, et absolument pas Alternative économique ou toute la gauche complètement nulle et incompétente. Au moins la presse de... Mon but n'était pas de faire la promotion... la presse de droite, non, mais... que ce soit les Échos, n'importe quoi, et leur public ne leur demande pas de se cacher derrière le petit doigt et de dire vraiment où mettre leurs billes, etc., et ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, il faut une analyse assez pertinente et compétente, contrairement à la totalité de nos pseudo-économistes de gauche. Voilà, alors, le paradoxe, c'est que si on se situe d'un point de vue d'analyse économique, on va dire marxiste, vous avez parfois plus d'intérêt effectivement à lire ce genre de presse qu'à lire l'énième presse plutôt de gauche culturelle qui va faire état de lutte minoritaire. Donc, et en je ne particulier dénie pas ceux la qui se prétendent légitimité. marxistes. Alors là, c'est la pire des catastrophes la plupart du temps. En tout cas, ça c'est un élément vraiment important et qu'on ne rencontre pas habituellement dans ce genre d'ouvrage cassé à gauche. Première chose. Deuxième élément, c'est sur la question du fascisme. Parce que désormais, bon, on ne va pas polémiquer sur des noms de responsables politiques aujourd'hui, mais la caractérisation de fasciste à tout bout de champ est quelque chose qui constitue un élément de langage extrêmement répandu dans certains secteurs de la gauche, pour le dire poliment. Donc ça pose plusieurs problèmes. On avait d'ailleurs débattu autour d'un ouvrage historique sur le fascisme il y a quelques mois ici même. Le problème, que quand vous caractérisez, que vous traitez d'absolument tout le monde d'extrême droite, y compris Macron lui-même, pour prendre un exemple concret, c'est que donc vous faites une double opération grave. La première, c'est que vous n'analysez pas ce que c'est le capitalisme français. Vous dites que Macron est un fasciste, donc ça voudrait dire que c'est comparable à des processus économiques de type fasciste des années 30, ce qui est complètement absurde. Et quand même, parce qu'il y a ça aussi derrière, même si ce n'est pas dit explicitement. Et de l'autre côté, vous avancez l'idée que ce qui se prépare, c'est-à-dire des victoires d'extrême droite, disons nationalistes, dans toute une série de pays européens, est quelque chose qui est absolument symétrique, parallèle ou comparable, si vous voulez, au fascisme italien, puis au nazisme allemand, etc. etc. Alors, je ne vais pas reprendre tous les éléments, et d'ailleurs l'ouvrage n'est pas non plus consacré uniquement à ça, mais il commence par ça, il revient régulièrement sur cet élément-là, parce que si vous ne tenez pas compte du fait que le fascisme, à un moment donné, a été un choix fait par les classes dominantes pour lutter contre le mouvement ouvrier organisé qui était bien plus fort et bien plus structuré à l'époque. D'abord, il faut le rappeler, parce que pourquoi y aurait-il besoin d'un fascisme comme dans les années 30 lorsque vous avez des organisations aussi affaiblies? Première chose. Par ailleurs, sur cette question du fascisme, c'est faire totalement abstraction du fait que le fascisme, je sais que je parle souvent à des convaincus ici, mais des milices organisées parallèles à un parti qui allait casser la figure, qui détruisait systématiquement les organisations ouvrières. Pour le moment, ce type de phénomène n'apparaît pas, etc. Donc on pourrait prendre toute une série de catégories du fascisme, mais finalement, de le dire, c'est analytiquement faux et politiquement dangereux, parce que le jour où il y aura véritablement des processus comparables finalement au fascisme qui vient, comme disent certains que tu critiques, eh bien qu'est-ce que vous direz à ce moment-là? Vous direz non, c'est du méga-fascisme, du 2000%. Non mais, donc les mots perdent leur sens. Donc c'est du néolibéralisme. Voilà, par exemple, des mots qui méritent discussion. Donc je crois que les vertus de cet ouvrage, c'est ça, c'est de remettre finalement au centre la question du capitalisme, aussi banal que ça puisse paraître, et de critiquer les approches rapides, comme par exemple celle du fascisme. Bon, je refais 2-3 autres remarques, puis après on va laisser la place à la discussion, parce que les éléments que tu as avancés, qui ont été, me semble-t-il, assez convaincants. Sur la question de la stratégie et de l'activisme et de l'État. Tu cites Poulantzas, moi c'est aussi un auteur que j'aime bien, qui est devenu très difficilement lisible pour toute une série de raisons. On avait... au moment de la crise grecque en 2015, organiser des choses autour de Poulantzas, qui, à mon avis, n'est pas non plus un saint, il y a des choses sur lesquelles il est passé complètement à côté, mais qui avait cette vertu de dire que les marxistes doivent travailler sur les compositions concrètes de l'appareil d'État aujourd'hui. Est-ce que l'État est l'expression d'une seule classe sociale? Est-ce que les intérêts de différentes classes peuvent se retrouver dans l'État? C'est un débat, je ne dis pas que c'est forcément tranché, mais tu reprends ça en pointant le fait que l'État, même quand il a un versant social comme la France et qu'il est, en phase de décomposition, l'État est l'expression, à un moment donné, d'un certain nombre de classes ou de contradictions de classes. Et si on ne tient pas compte de cela, eh bien on peut, là encore, et
Il y a 1001 études intéressantes sur la décomposition des services publics, le manque de moyens dans tel ou tel secteur. Vous voyez, c'est pas pour dénier ça, mais c'est vrai que moi-même, qui pourtant passe un certain nombre d'heures et de temps de ma vie à lire des livres, c'est quasiment mon métier si vous voulez, vous êtes un peu désemparé quand vous avez toute une série d'études partielles sur tel ou tel secteur dont vous connaissez la conclusion politique. Si je schématise, je suis de gauche, donc ce n'est pas bien que les services publics soient en crise, et je suis d'accord avec ça, donc c'est formidable, mais le problème c'est que la situation exige peut-être que nous allions au-delà, et je trouve que cet ouvrage est une pierre à l'édifice de justement aller au-delà. Voilà en gros ce que je voulais dire, et puis vraiment la dernière chose, parce que tu as insisté là-dessus, je voulais le dire, mais c'est pas grave, je répète d'une autre manière, parce que c'est vraiment important. Moi j'étais... je veux pas rentrer dans des trucs... spécifiques sur la situation politique et les organisations de gauche, les positions, mais moi j'ai toujours été quand même consterné depuis un certain nombre d'années sur la grande naïveté, non pas forcément des militants, mais d'un certain nombre de dirigeants politiques de gauche, et pour avoir la chance, si j'ose dire, d'en croiser de temps en temps, malheureusement je crois que cette naïveté est réelle, c'est de penser sincèrement qu'une simple addition dans le cadre du suffrage universel de voix, on va faire 51%, et une fois qu'on aura 51%, eh bien, on pourra faire des grandes réformes de structure. Et alors, l'argument, souvent, c'est de dire, la France n'est pas la Grèce. Ah, parce que, je dis dans ces cas-là poliment... c'est pas de la naïveté. Non, mais... C'est de la connerie. Bon. C'est de la connerie on peut caractériser... motivés par leur nullité dont ils prennent petit bon. à petit conscience. Donc ils se raccrochent à cette peut-être. tu crois candide ou naïve, mais qui est sur... Mais, bon... Quoi qu'il, nous sommes d'accord que ce n'est pas une solution. Voilà. L'argument est de dire, parce que dans ces cas-là, je dis, mais regardez, sans parler de Pinochet, parce que Pinochet, on va vous dire, ça n'a rien à voir, c'est l'Amérique latine, c'est la guerre froide, donc j'ai pas envie de faire un cours d'histoire, je fais ça la moitié de ma vie, donc je ne recommence pas. Donc je prends la situation grecque de 2015. Bon, une situation dont la plupart des gens sensibilisés au message de gauche se souviennent, sont sensibles, parce que c'est la dernière fois dans l'histoire européenne qu'il y a eu un gouvernement entre guillemets de gauche radicale, élu sur une base, en tout cas formellement assez radicale, et qui a été confronté à des choix, notamment sortis ou pas de l'Union européenne, rupture, bon. Quels que soient les choix qui ont été faits, bon, c'est un désastre. Alors en plus, vous avez vu, je ne sais pas, la nouvelle direction de Syriza, une espèce d'armateur qui a réussi à financer, je ne sais trop comment, une campagne de type primaire à la française. Ça tourne à la farce complète, mais en 2015, c'était très sérieux ce qui se passait. Et on a vu à ce moment-là, quels que soient, j'ai envie de dire, les choix politiques de Tsipras et de Syriza eux-mêmes, la hargne des classes dominantes européennes, et notamment allemandes, c'est pas parce que c'est des Allemands, c'est parce que ceux qui largement dominent un certain nombre de secteurs en Europe, à ne absolument rien laisser passer. Toute une partie des ministres de Syriza voulaient négocier, dire mais attendez, on vous donne ça, on vous laisse ça, enfin bon, c'est compris avec tout le côté politicien qu'il pouvait y avoir. C'est d'ailleurs ce que raconte Varoufakis. Oui, exactement, voilà, Varoufakis, c'est lui que j'avais en tête. Voilà. Raconte avec une forme de naïveté ou autre, enfin bref. Dans son bon, cas, voilà, j'étais sûr qu'il allait parler. Oui. Dans le cas de Varoufakis, oui, mais c'est à des gens comme ça que je pensais qui vous disent, il arrive aux réunions, il explique avec des chiffres à l'appui, regardez, on peut faire ça dans tel ou tel secteur, ça ne va pas bouleverser les équilibres européens, mais ça va permettre quand même aux classes populaires de sortir un peu de l'eau, etc. Il le dit quasiment comme ça dans les réunions, et les gens le regardent, ils sont intérieurement morts de rire, on a l'impression, et après ils disent, c'est non, il n'y a pas... Voilà. Et donc, bon, ça reste un exemple relativement peu tragique par rapport à l'exemple d'Allende, etc. Mais sans multiplier les exemples, et pour pas être trop long, parce qu'on va engager la discussion maintenant, ce que ça montre tout de même, oui je disais, parce que du coup, je t'ai interrompu, c'est que les gens, non, je t'en prie, les gens disent, mais la France, attention, alors c'est là qu'ils se souviennent que la France est une grande puissance d'ailleurs, alors qu'avant ils disaient non, c'est en déclin, c'est nul, il n'y a plus rien. Nous ne sommes pas les Grecs, ce qui d'un point de vue de l'économie mondiale est absolument juste, et donc, comme il y aura un gouvernement de gauche offensif, à la tête de l'État, eh bien, nous allons discuter avec l'Allemagne, vous allez voir de ce que vous allez voir, etc., etc. Bon, on voit bien ce qui sous-tend tout ça, mais justement, on a un peu envie de dire le contraire, c'est-à-dire que compte tenu de la place de la France et du capitalisme français, non seulement en France même, mais à l'étranger, à l'international, l'industrie de l'armement, tout ce qui est lié à Total, etc., on peut penser que la réaction des classes dominantes, d'abord françaises, mais aussi nord-américaines et quelques autres, sera d'une certaine manière encore plus violente, en tout cas qu'on fera tout pour parasiter ce processus, pour le dire gentiment.
Et donc, alors, je suis assez d'accord avec le constat. Alors, nous, c'est bien, on écrit des livres, on peut dire qu'il n'y a pas d'alternative, personne ne va nous engueuler. Mais là, non, parce que oui, évidemment, il faut se mettre à la place d'un homme politique. S'il dit ça, il va pas aller très loin. Oui, surtout Mais qu'il se pose comme alternative. oui, d'entrée de jeu, évidemment, on va faire 51% et la retraite à 60 ans dans 3 semaines si je suis Premier ministre. On a eu droit à tout, si vous voulez. Mais je reproche pas aux hommes politiques de proposer des choses, parce que s'ils proposent rien, il n'y a pas de raison d'exister. Mais par contre, ce qui est plus dommageable, et à mon avis l'ouvrage de David donne des pistes très utiles là-dessus, c'est tout simplement que personne dans ce milieu ne prend réellement le temps d'analyser tout simplement ce genre de choses et de dire attention, si nous arrivons au pouvoir, mettons, il va falloir se préparer à une confrontation très forte, très violente. Et je me suis amusé, enfin c'était pas très amusant d'ailleurs, mais de regarder des discours vidéo depuis une 50aine d'années, c'était pour mes cours, bref, sur la thématique de la rupture, comme à droite ou à gauche. Et c'est vrai qu'auparavant, même la gauche, qui ensuite a évidemment changer de bord, tout ce que vous voulez, mais il y avait un discours plus solennel, une formation évidemment théorique et politique et d'autres, on disait attention, la confrontation, quelles qu'en soient les modalités, serait inévitable sur un certain nombre de choses. Alors que maintenant, le niveau où nous sommes, c'est plutôt gagnons les élections, et puis comme la France est un grand pays, eh bien tout va bien se passer. Et de ce point de vue-là, ton ouvrage a l'immense mérite sur le fascisme, sur l'État, sur les questions plus directement politiques et sur le déclinisme, de reposer toute une série de points qui, j'espère, seront pris au sérieux par les gens naïfs ou pire. Parce que, juste pour. Vas-y, après, on va ce que je voulais, on laisse la parole, mais ou à tes questions, comme tu veux, c'est quand je dis qu'il n'y a pas d'alternative, évidemment c'est provoquant, mais je veux dire simplement, il n'y a pas en l'état, si vous voulez, de la structuration, d'une certaine manière. Enfin, de l'organisation, si vous voulez, des forces du mouvement social ou des transformations sociales qui sont nulles, enfin au sens complètement affaibli, et en refusant l'hypothèse d'une rupture fasciste, je pense qu'effectivement il n'y a pas d'alternative, c'est-à-dire qu'on est dans une situation de pourrissement, voilà, ce que j'appelle pourrissement sans crise. Et de bonne santé du capitalisme français. Donc les gens qui fantasment sur Marine Le Pen viendrait au pouvoir, machin, ça changerait tout, je pense que c'est faux. Et ceux qui effectivement s'excitent à l'extrême gauche pour essayer de, je sais pas, d'aller brûler des trucs place du Châtelet avec Extinction Rebellion, je pense que ça mènera à rien non plus, pour le dire un peu directement. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord. Ça va accélérer l'arrivée de la droite. Mais peut-être. Non, mais plutôt au scénario dans le style de Mélanie en Italie. Alors, exactement, parce que oui, bien sûr. Vas-y, on va arrêter de parler, nous. Oui, non, peut-être sur ce point-là. Donc en fait, vous voyez plutôt un scénario comme en Italie où on a un gouvernement qui nominalement est d'extrême droite, qui l'est même historiquement, enfin qui se revendique de la droite, mais où finalement sur tout un tas de questions économiques ou autres, il n'y a pas de vrai changement structurel. Absolument. Mais regardez sur l'Europe. Non, mais regardez par exemple sur la question. Non, mais pas une virgule de rupture avec l'Europe. Avant de parler de fascisme, comme certains le font, regardez la manière dont se comporte l'extrême droite, le Rassemblement national, ils passent leur temps, si vous voulez, à montrer qu'ils se comporteraient bien une fois qu'ils sont au pouvoir, et ils se comportent bien d'une certaine manière. Ils sont à l'Assemblée nationale, ils sont dans les commissions, etc. Ils ne veulent pas, si vous voulez, ils ne veulent absolument pas représenter une rupture avec la République, si vous voulez. Ils veulent être le futur gérant, si vous voulez, de la France. Donc je pense que c'est aller à l'encontre, si vous voulez, de ce mouvement de dédiabolisation qui est souhaité par l'extrême droite elle-même, de penser qu'il puisse y avoir une rupture, si vous voulez, fasciste en France. Je pense que c'est totalement anachronique. Et voilà, discutons-en. Oui. Bon, merci. Alors, comme on est... Bon, il y a tout un tas de... La majorité même des points où je pense qu'on est assez d'accord sur le constat global, même historiquement, sur ce que vous disiez, à la fois le fait que, et je pense que vous n'allez pas me contredire là-dessus, le mouvement ouvrier n'est pas particulièrement dans sa forme la plus fringante d'un point de vue historique, ce qui rend à mon avis l'hypothèse grecque dont vous parliez, enfin en tout cas ça nous donne un certain recul, puisqu'il faut voir à une époque, et je pense que c'est pas Jean Numa qui va me contredire là-dessus, il y a eu tout un tas de processus d'infiltration, par exemple de la CGT, pour ne pas les citer, Force ouvrière, à un moment donné où le syndicalisme avait un pouvoir, on a réussi à les saper de l'intérieur, enfin bon, on imagine bien ce que ça peut donner, et dans la situation actuelle où on n'est pas exactement en position de force, peut-être qu'effectivement il ne faut pas être trop défaitiste sur ce point-là. Sinon, sur effectivement le déclinisme, bon oui, alors on a le droit à une littérature, une espèce de sous-Spengler à la droite qui se développe, à laquelle répond tout à fait d'ailleurs la presse de gauche, comme vous le disiez. Donc sur tout ça, on est plutôt d'accord sur la nullité organisationnelle, le côté, les marottes gauchistes de cryo-fascistes, tout ça on est d'accord. Donc ce qui m'intéresserait plutôt, alors je ne sais pas trop dans quel ordre, mais et puis pour pas paraître cryptique, parce que j'imagine que la plupart des gens n'ont pas lu le livre, mais puisque Dominique l'a évoqué,
Alors ce gros mot de néolibéralisme, D'accord. commençons comme ça, bien en tête pour parler des sujets qui fâchent. Je dois dire que j'étais étonné également, d'autant plus, comme je le disais en introduction, qu'on a offert à quelqu'un qui est venu ici même présenter un bouquin sur Lénine. C'est devenu une sorte de tarte à la crème, un peu la critique du néolibéralisme. En tout cas, à un niveau universitaire, éditorial, c'est très présent. Je pense à Barbara Stiegler, Chamaillou, il y a tout un tas de bouquins qui se sont très bien vendus, qui en parlent. Et c'est pas tout à fait anecdotique d'ailleurs. Souvent, ils ont tendance à revenir à quelqu'un qui lui-même s'est revendiqué néolibéral, pour le citer, c'est Foucault, qui à un moment donné, dans sa période, disons qu'il a suivi pas mal de courants au fil de sa carrière, et puis le moment où il se revendique néolibéral, dans la lignée de Gary Becker, Milton Friedman et compagnie. Donc c'est assez symptomatique, je trouve, que chez Chamaillou, il parle de la notion de gouvernementalité, qui est une notion de Foucault. Barbara Stiegler, c'est plutôt la biopolitique. Enfin bon, tout ça se répond un peu. Voilà. Alors pourquoi, en tant que spécialiste, est-ce que c'est l'overdose d'avoir lu les 40 et quelques volumes des œuvres complètes de Lénine? Je ne sais pas. Mais pourquoi n'avoir pas privilégié, à mon avis, le concept d'impérialisme, qui en fait retrace tout un tas d'éléments dont vous parliez, à savoir la financiarisation, il en parle déjà. Il le dit que dans la période de capitalisme en putréfaction, la suprématie de la finance, il en parle, les exportations, le taux d'exploitation qui augmente. Marx en parle déjà d'ailleurs. Explicitement. Oui, et donc Lénine le fait en s'attachant à la période qui est la sienne. Donc voilà, pour faire bref, pourquoi ne pas avoir privilégié cette notion? Alors, la raison de fond, c'est que je n'ai pas le mot pour définir la période. C'est bien ce dont on discute à l'instant. C'est-à-dire que je pense qu'on n'est pas dans une période libérale au sens classique, au sens, si vous voulez, de l'émergence historique de la... Attends. Et je pense qu'on n'est pas dans une période alors certains parlent de procès de fascisation, d'autres parlent de fascisme, etc. Donc ma question, c'est pas les mots. La question, c'est qu'est-ce qu'on met dedans. Donc, alors, je sais bien que si vous lisez les trucs d'attaque, de machin truc, des atterrés, des économistes, ils vont parler de néolibéralisme. En fait, on parle de libéralisme. En fait. Très souvent, les gens qui parlent de néolibéralisme, c'est parce qu'ils disent qu'il y a un truc qui a dû se passer dans les années 70, mais grosso modo, ils parlent de libéralisme. Bon. Donc, je sais bien que c'est un concept qui est faible. Donc, la question... Qui, la plupart du temps, désolé de vous interrompre, mais qui a l'air de trahir une espèce de nostalgie bien pour sûr. un libéralisme antérieur qu'était le keynésianisme. Bien sûr. Donc, moi, la question, c'est... Donc la première réponse, c'est que je n'ai pas le mot pour définir la période, puisque je pense qu'on est dans ce balancier entre un libéralisme historique et un procès de durcissement de l'État. Donc j'utilise le terme de néolibéralisme autoritaire. La question, c'est pas le mot, c'est comment je le définis. Et je le définis pas, effectivement. Quand on lit les trucs d'attaque ou les atterrés, etc., ou le monde diplôme ou je ne sais quoi, ils le définissent pas comme je le définis. Ils le définissent pas, tout simplement. Moi, je le définis de manière précise. Et je pense que c'est ça la question c'est le contenu qu'il faut qu'on discute, même si on est en désaccord. Moi, je définis le néolibéralisme autoritaire comme ce mixte particulier de la période que nous vivons, entre ce que j'appelle une fois de plus une nouvelle offensive, c'est-à-dire que j'essaie d'étayer dans la première partie, c'est-à-dire, on pourrait, les marxistes classiques diraient, je dirais une accélération de l'exploitation, si vous voulez, on peut parler comme ça, et en même temps qui s'articule avec cet autoritarisme d'État qui constitue un nouveau moment qui, à mon avis, est significatif. Donc, pour moi, j'appelle néolibéralisme autoritaire ce mixte particulier entre un libéralisme économique forcené et ce raidissement de l'État. Voilà pourquoi j'utilise ce terme. Attends, je finis juste là-dessus. C'est une catégorie qui n'est pas économique. Non, ce n'est pas une catégorie. Le libéralisme, c'est un régime économique. Absolument. Avec une idéologie qui va derrière. C'est pour ça que je parle de néolibéralisme autoritaire. Alors, pourquoi je n'utilise pas le terme impérialisme ? C'est une très bonne question. Alors après, là aussi, il ne faut pas être nominaliste. C'est-à-dire, la question, c'est pas quel est le bon mot pour définir les choses. La question, une fois de plus, je pense qu'elle est dans la définition. On parle bien du phénomène qui est décrit, oui. La définition de ce qu'on voit. Et les concepts qu'on utilise doivent servir à voir des choses et pas, je dirais, à forcer le réel. Bon. Si l'on veut, je décris notamment pour montrer l'interpénétration croissante entre l'économie nationale française et les économies européennes. Je parle notamment de ce qu'on appelle les IDE, les investissements directs étrangers. Je montre qu'il y a une multiplication de cette circulation-là, des IDE croisés avec de plus en plus d'investissements étrangers en France et à l'inverse, effectivement, à la fois sur le plan, je dirais, du profit et du nombre d'employés dans les multinationales françaises, le fait que de plus en plus d'investissements français se font à l'étranger. Ça, d'une certaine manière,
manière, vous pourriez appeler ça impérialisme, parce que du point de vue de Lénine, l'exportation des capitaux, c'est une des définitions de l'impérialisme. Mais, voilà. Oui, là, mais il y a- attends, il y a je finis. de nombreuses erreurs. Attends, je finis. Laisse-moi finir. incompréhensions, mais je Laisse-moi te finir. les- je te les explique Mais une autre si tu fois. veux, moi, là où je suis, je reconnais que je ne suis pas à l'aise pour utiliser le terme impérialisme. Pour moi, le terme impérialisme dénote quand même quelque chose de l'ordre de l'offensive politico-militaire à l'étranger. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que Lénine, il a écrit l'impérialisme stade suprême du capitalisme en 1916, il ne l'a pas écrit en 1913, il ne l'a pas écrit en 1919, si vous voulez. L'impérialisme, c'était aussi une notion pour décrire la guerre, le phénomène de guerre mondiale, et pas uniquement le soubassement économique. Et aujourd'hui, si vous voulez parler d'impérialisme en France, alors je sais bien qu'il y a Antoine Vatan, il y a plein de gens qui le font, etc. Ouais. Je trouve que c'est plus poser un problème, si tu veux, empirique, que de résoudre des problèmes, parce que je pense que parler d'impérialisme en France, dans une situation qui n'est pas une situation de guerre ou d'offensive impérialiste à l'étranger, je trouve que c'est plus créer du flou que créer de la clarté. Voilà mon point. Ça va être très court. Tu as raison. Ça n'a pas d'intérêt de parler d'impérialisme dans le contexte de ce que tu décris. C'est un concept qui vaut ce qu'il vaut et on est parfaitement d'accord là-dessus. Parce que ce que tu décris, c'est une période. On est bien d'accord. Oui. Or, ta périodicité est fausse Non, mais et illusoire. Explique. Et c'est pour ça que tu ne trouves pas les mots pour la décrire. Les différents phénomènes que tu évoques, que ce soit la financiarisation ou le soi-disant autoritarisme de l'État, ne sont absolument pas propres à la période et à bien des égards, on est en dessous de ce qui se passait dans des périodes antérieures. En particulier les aspects autoritaires. Je t'ai raconté l'autre jour quand on a discuté de quand date CRS égale SS. CRS égale SS, ça date même pas de 68. Ça date pas du tout de 68, ça date de 48. Et qui était au pouvoir à l'époque? Jules Mock. Oui, Jules Mock, Hein, les minages. c'était la gauche. C'était donc, Et alors eh ben, je vais te dire, les exemples que tu prends d'autoritarisme, je peux te dire que, privilège de l'âge, j'ai connu toute une série de périodes où on trouverait extrêmement libéral, au sens où ils l'entendent aujourd'hui, le gouvernement de Macron, mais comme toute notre gauche, et c'est là que je vais en venir, le phénomène qui s'est produit, il commence pas du tout au moment, dans la périodicité que tu évoques, il est politique, effectivement, plus qu'économique, puisqu'il y a une grande continuité, régularité observable, et je l'ai observé moi-même, hein, y compris comme chef d'entreprise, à ces époques-là, je suis depuis la fin des années 70, donc j'étais précoce peut-être, mais enfin c'est comme ça. Je rappelle encore une fois que, pour la énième fois, je vais être très bref, donc je le fais très vite, au moment où Raymond Barre passe la main à Delors, hein, donc la Mitterrandie, c'est-à-dire soi-disant l'alternative, l'alternance, nous sommes à 12% d'endettement public du PIB, on est passé à 125% dernièrement, il existe une autorisation administrative de licenciement, il existe des prix bloqués et contrôlés, la liste est longue. De quand date le moment que tu décris, ou du moins quand ce mouvement a commencé et s'est instauré et où les choses ont basculé, effectivement, pas du tout à l'époque que tu décris, par exemple Sarkozy, mais au moment de Giscard. Et c'est très facile de le démontrer. Je peux te multiplier les exemples, y compris les aspects que tu appelles autoritaires et où je pourrais te montrer qu'en réalité, l'État macronique est beaucoup moins autoritaire que beaucoup de ses prédécesseurs. Donc c'est là que je veux dire, donc tu as beaucoup de mal. Laisse-moi te répondre. Non, mais j'ai fini là. Donc ma réponse, c'est que évidemment, tu as raison. C'est pas l'impérialisme dont il faudrait parler. Mais ça t'amènerait à mettre en cause la périodicité que tu évoques. Oui, tu vois mais ce que je veux simplement, dire. tu m'opposes pas une périodicité. Et je te donne la clé, et on y est arrivé, c'est que ce qui s'est passé à ce moment-là, j'en discutais avant que vous arriviez, avec des camarades qui sont d'âge divers, mais qui se souviennent de l'époque, c'est qu'il n'y a encore pas si longtemps, dans la période on va dire, de la fin du valsisme, ou même bien avant d'ailleurs, puisque c'était encore à l'époque Chirac, la gauche française, y compris au PS, et même ça avait commencé à l'époque de Mitterrand, avait du mal à s'avouer libéral. Aujourd'hui, progressivement, vous avez vu, c'était quasiment un coming out, c'était très mal vu. Delanoë s'était lancé un peu tôt, justement, au moment de Sarkozy, et comme juste après, il y a eu la grande crise économique et qu'on a dit le capitalisme c'est pas beau, évidemment, ça a un peu plombé sa carrière politique. Mais ce qui se passe, c'est que toute cette gauche, toute cette classe moyenne petite bourgeoise est totalement libérale. Donc, mais ça se passe mal. Alors il faut bien trouver un mot pour dire... Avant, il y a un bon libéralisme, un mauvais, tu sais, comme il y a de la bonne finance et de la mauvaise, comme dirait Sapin. Peut-être, mais c'est pas mon problème. C'est exactement ça. Donc le mot
que tu cherches, il n'a pas d'intérêt. Il faudrait parler de la période giscardo-mitterrandienne, qui a été décisive, et donc de la période de la fin du système, pour en revenir aux considérations économiques, des années 70, fin du système économique, fin du Glass-Steagall Act, commencement de ce que tu appelles la financiarisation, mais qui relève plus de l'impérialisme, au sens y compris de l'exportation des capitaux, et qui a été évoqué. C'est pour ça que le reproche principal, c'était une des questions, donc je vais me taire après, parce que c'était j'en ai une autre, mais celle-là, Sur Bourdieu aussi, tu la connaissais sur Bourdieu, mais je peux la garder pour plus tard. on va y Donc venir. là, la critique principale que je fais à ton livre, c'est, tu as raison, tu utilises peut-être néolibéralisme de manière abusive, tu expliques, tu viens de l'expliquer, que c'est pas faute de mieux. C'est un mot, ça ne veut rien dire le néolibéralisme, ça sert de cache-sexe à toute notre gauche de merde actuellement qui est libérale mais qui n'ose pas se l'avouer. Alors attends. C'est tout. Alors il y a un mauvais libéralisme, le néolibéralisme, c'est les méchants. Donc, et il y avait le bon qui était avant, tu vois. Donc le point, attends, je vais rapidement. Donc effectivement, j'explique que peu importe le mot, la question c'est le fait qu'il faut mettre un mot sur la période, et cette période, je pense que c'est ni le fascisme ni le libéralisme. Après, on va pas rentrer en discussion. Tu peux m'opposer une autre périodisation. On est d'accord, c'est oui. ni le fascisme ni le libéralisme. Après, c'est le libéralisme. Après, j'attends que Dominique fait un bouquin qui montre que ma périodisation est fausse, si tu veux. Parce que là, tu lances une. Moi, j'ai. Envoie un petit texte de 10 pages. Envoie-moi 10 pages. Fais-moi 180 pages. Fais-moi un peu plus. Non, mais si tu veux, avant de critiquer, si tu veux, une périodisation, il faut en opposer une autre. Et moi, je pourrais essayer de démontrer pourquoi la mienne fonctionne. Bon, mais on va pas. Et le troisième point, c'est que je pense que ce que tu refuses, et ça, il faut qu'on en discute parce que c'est une question stratégique, c'est que moi je pense que depuis les années 90, il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau du déplacement du pouvoir dans l'État. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui la question de la manière dont les lois antiterroristes, les lois sanitaires sont passées dans le droit commun. On ne peut pas comprendre aujourd'hui les phénomènes, si vous voulez, de militarisation, d'équipement de la police, les phénomènes de maintien de l'ordre, les phénomènes du 40. Il n'y a jamais eu autant de 49.3 que sous Sarkozy, Hollande, Macron par rapport à la Ve République. Et on n'a jamais eu autant de 49.3 sur des choses qui n'avaient rien à voir avec l'idée même du 49.3. Il y a quand même, si vous voulez, des dynamiques institutionnelles, des phénomènes de dépossession du Parlement, des phénomènes de conseil de défense, etc., qui me semblent caractériser les années qui ont émergé, si vous voulez, dans les années 90. Donc on peut toujours dire qu'effectivement, quand on tirait sur les ouvriers à fourmis, ou quand Jules Mock balançait ses ouvriers, c'était plus violent que dénucléer, si tu veux, une dizaine de gilets jaunes. Mais dans ce cas-là, c'est là où c'est important de périodiser. Moi, je pense que par rapport aux années 90, l'avant 90, il se passe quelque chose en termes de raidissement de l'État. Mais effectivement, si tu me renvoies en face, si tu veux les Versaillais qui tirent sur les ouvriers en 1871, j'ai pas d'argument. Alors, ça tombe bien, on a un historien. Donc voilà, je fais l'historien de service. Mais non, mais sérieusement, parce que l'argument que tu avances, Dominique, c'est de dire, regardez Jules Mock, regardez comment on traitait le mouvement ouvrier et les grèves avant. Bon, moi je fais toujours ça en cours, je bande en 1906 quand Clémenceau, on le surnomme le briseur de grève. La gauche. C'était la gauche à l'époque, tout à fait, je le rappelle d'ailleurs, Jaurès et Guette se sont abstenus sur son investiture parce que c'était pas la droite. Donc voilà, en 1906, non mais comme quoi les choses sont compliquées. Et parce que Clémenceau c'est la gauche, c'est celui qui pendant la Commune a essayé de négocier entre les Versaillais et les communards quand il était maire de Montmartre, de 18e et tout ça, donc voilà. Mais Clémenceau, lorsqu'il réprime les grèves en 1906, l'idée qu'il va y avoir quelques morts ne souffre d'aucune discussion parmi quiconque, puisqu'il y a toujours des morts lorsqu'il y a une répression à ce moment-là. Et à un moment donné, donc, puisque les fonctions en fait, de Premier ministre et de ministre de l'Intérieur sont quasiment fusionnées à l'époque, ils veulent arrêter des gens de la CGT, et avec toute l'autorité de l'État, ils mettent pendant quelques jours en prison tous les dirigeants de la CGT. C'est comme si vous voulez aujourd'hui... Ouais. Donc évidemment, si vous comparez ça avec la façon dont Martinez a été traité, bon bah Martinez se porte plutôt bien. Voilà, bien sûr, c'est évident. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre Clémenceau, entre Clémenceau et Martinez, n'exagérons pas, je veux dire en termes d'époque. Guinet maintenant. Oui, voilà, bon, il y a d'autres noms, voilà. Griffuls à l'époque, la CGT, bref. C'est que précisément, il y a eu la révolution russe, il y a eu le mouvement ouvrier, il y a eu l'existence de l'URSS, quoi qu'on en pense, et moi là-dessus je suis assez inspiré par ce qu'avait dit Hobsbawm, il dit finalement le capitalisme a été obligé de se réformer pendant des dizaines d'années parce qu'il a eu peur de la révolution. Objectivement, ça c'est vrai, quelles qu'en soient les modalités. Donc effectivement, il y a eu Jules Mock en 48 bien sûr, il y avait CRSSS, tout ce que vous voulez, mais il y a eu plutôt tendance à avoir
pour le coup, là-dessus, c'est pas inintéressant. Les termes éliaciens, vous savez, la civilisation des mœurs, etc. Bon, c'est très critiquable, mais il y a eu quand même un processus de moindre violence politique dans les pays occidentaux à l'égard du mouvement ouvrier, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses qui s'est amélioré, ils avaient eu peur, ils avaient dû concéder plein de choses. Je pense que cette périodisation-là longue, personne ne peut vraiment contester ça. Mais justement, ce que je trouve intéressant dans ce que dit David, c'est qu'effectivement, après cette onde de choc-là, cette onde longue d'amélioration relative, mais quand même parce qu'ils n'avaient pas de choix, c'est pas vrai que c'est exactement la même chose. Là, pourtant, moi, je suis pas non plus en mode, si je puis dire, gaucho, toute la police, voilà, c'est horrible. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. ACAB. Vraiment. Et précisément parce que c'est plus compliqué, eh bien, on passe à côté, encore une fois, du problème, comme sur les autres questions. Mais bref. Mais on ne peut pas dire non plus qu'il y a une stricte symétrie entre les manifestations de novembre-décembre 95, par exemple, et celles auxquelles on a assisté ces dernières années. Enfin, la police intervient plus, il y a beaucoup plus de C'est absolument répression. pas ce que je t'ai dit. Non, mais ce que tu as dit, tu as fait de l'ironie sur regarde comment c'était auparavant. Tirer sur les ouvriers. Tirer sur les ouvriers, etc. Et je te dis, et je vais dans ce sens, c'est vrai, je vais même remonter avant Jules Mock, précisément. Oui. Mais On est-ce peut remonter au que- Canyon Lyonnais oui, voilà, si on veut. très bien sûr. loin. le propos dont on discute ce soir, c'est la phase du capitalisme français depuis une vingtaine d'années. Et est-ce que l'appareil d'État est plus répressif avec les forces dont il dispose à l'égard des manifestations dans la toute dernière séquence? La réponse est plutôt oui. Eh oui. Ça veut pas la dire que... réponse est évidemment non. Mais si. Mais si, non, mais si, mais parce non. que pour le coup, Mais il y a non. des faits. Et il y a des... Non mais attends, c'est Mais pas la... non. Ah mais si. Mais non non. mais si, il y a eu plus de Mais- gens, et pour ne une serait-ce que de raison très blessures, simple, il y a eu d'ailleurs. plus de Pour une raison répression, très très il simple. y a plus de gens emprisonnés que qu'en Non, novembre non, mais pour 1995, une c'est pas raison vrai. très très simple. Tout simplement puisque, comme d'ailleurs tu l'as reconnu, et toi aussi, il n'y a plus de mouvements sociaux, il n'y a plus de lutte. Ce sont Ah, mais des ça, c'est encore espèces une d'émeutes, discussion. de rébellitude, les violences, Oui, mais il y a des violences quand qui, même, qui enfin, s'exerçaient dans les périodes Alors- antérieures, et je dirais Non mais entre... pratiquement jusqu'à Le monde 1981, je vais être très court, rassure-toi. La grosse différence que tu évoques en plus dans ton livre, mais dont tu ne tires aucune conséquence, je te l'ai fait observer d'ailleurs, c'est qu'à partir de 81, je donne cet exemple, on va comprendre tout de suite pourquoi, c'est simplement parce qu'il y a l'alternance, soi-disant, puisque la gauche arrive soi-disant au pouvoir, et je t'ai dit, la seule différence fondamentale qu'on a vue en matière de lutte sociale, par exemple, et ça va engendrer l'aggravation et l'effondrement, y compris que tu signales au niveau, y compris des syndicats, c'est que, eh bien, il n'y a plus de grève. Plus de grève telles qu'on les avait connues jusque-là. Je t'ai donné un exemple, mais je Mais on pourrais est les d'accord, multiplier. on est d'accord. Quand il y avait une grève de l'EDF, jusqu'en Mais on a 81, regardé, le courant était coupé dans la France entière. Mais j'ai regardé le nombre de Attends. jours de grève, donc Non, non, mais je ça, suis ça d'accord veut avec rien toi. dire. Je suis Ça, d'accord avec c'est un toi. truc de Si. sociologue. Tu prends Bah des oui. statistiques. Bah oui. Je peux te montrer, C'est pas doigt mouillé. cas si tu par veux. cas, que c'est de la de connerie. psy, tout ça. Le sociologue qui est Marx va pas du tout utiliser les statistiques de l'époque comme toi. Donc je quand te même, donne non. un exemple Faut très des simple. faits, faut des faits. Mais je t'explique pourquoi dans ton livre, il y a une erreur fondamentale. Ah. Alors que tu fais l'analyse au Je départ t'écoute. juste, c'est-à-dire tu observes toi-même qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus de grève dans le rapport de production, hormis une petite partie du secteur public, effectivement. Alors qu'il y en avait jusqu'en 67, je peux te dire, Et donc virulentes partout. Elles vont cesser définitivement en 81. Je dis pas que c'est un des éléments marqueurs que tu ne vois pas. C'est-à-dire que pourquoi, et je te promets que c'est ma dernière critique, observation, Il y en aurait d'autres, mais- ce que tu n'as pas vu, c'est que le rapport de force de classe, la classe elle-même, la démographie de classe, les rapports de force liés au rapport de production se sont complètement transformés précisément entre la fin des années 60 et le pense début qu'on est des années on 80. est tous Et c'est d'accord ça sur que tu ça, ne vois je pas du tout et qui t'expliquerait, et qui explique ton erreur sur la périodicité, qui explique ton incapacité de trouver les mots, indépendamment des Non, ça, questions je pense que c'est nominalistes, plutôt une pour forme dire de- ce que tu appelles le néolibéralisme. Je pense que c'est Là, très tout bien de. simplement, ça ne correspond pas du tout à la période que tu vois. Oui, mais ça, c'est toi qui le dis comme une conjecture. Ah, mais je si peux tu te veux. prouver Donc, très donc, facilement. il faut que tu J'épargne ça au public, contactes mais les je te le PUF, réserve. fais un bouquin et explique que je me suis trompé. Moi, j'ai aucun problème, mais il faut le démontrer si tu veux. Tu vois, Oui. c'est comme. bon, alors, donc, il faut démontrer. Si tu veux. Moi, j'ai aucun problème à être challengé sur la. Je m'en charge. Il faudra expliquer en quoi la Non, mais- périodisation. mais- est. mais je Le crois deuxième, que, le deuxième point, et après je m'arrête Attends, là-dessus. excuse-moi parce que Après, là, je m'arrête du là-dessus. coup, Connemara
seulement, j'avais pas regardé la vidéo qu'ils étaient arrêtés. Donc, Peut-être que tu ne seras pas sur la vidéo sans merde. mais c'est enregistré, il y a le son. Il n'y aura pas cette engueulade mémorable sur Internet. Donc, il y a le son. donc le point. Il y a le son. Alors, attends. Donc, on reprend, puisque là, je viens de redémarrer la vidéo. Et donc, effectivement. J'aimerais que, parce que en plus, j'ai outrepassé mes prérogatives, Oliver, qui avait toute une série de questions à te poser, puisse t'en poser une ou deux autres. Et juste pour finir là-dessus, après, donc il y a la périodisation. On peut en discuter, mais il faut démontrer qu'elle est incorrecte, et c'est possible, mais pour l'instant, tu ne me l'as pas démontré. Et deuxièmement, effectivement, moi, je regarde les types de grèves, si vous voulez. Il y a encore un appareil statistique en France avec les types de grèves, les arrêts de grève, les grèves perlées, les débrayages individuels, les débrayages collectifs. Donc après, on peut toujours dire, mais ce que tu dis, à partir de 81, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de grève. Et aujourd'hui, il y a une inflation des grèves, ça s'est vu dans une enquête statistique qui s'appelle Réponse, qui est une enquête sérieuse, qui montre qu'effectivement, il y a une baisse historique des luttes ouvrières. Cependant, dans certaines entreprises, notamment banque, assurance, comme par hasard dans les plus grosses entreprises où les appareils institutionnels sont là, notamment les syndicats, et bien c'est là où il y a le plus de grèves. Donc il y a quand même un lien, si tu veux, entre le portage des luttes par les syndicats et la possibilité de faire des grèves. Mais ça, j'enfonce des portes ouvertes, mais il faut quand même le dire. Bon, enfin voilà, je te laisse parler. C'est à peu près un tiers du livre d'ailleurs, le passage sur les luttes. Donc à la fin, pas de questions sur l'autoritarisme, l'État, par pitié. On a épuisé un peu ce volet-là, je pense. Mais oui, alors. Et le dernier point, et j'arrête là-dessus, je ne veux pas polémiquer avec mon ami Dominique, c'est je pense que pour faire un livre marxiste ou pas marxiste, rien pour attendre. Je pense qu'il faut, et c'est ça pour ça que j'ai fait le bouquin, il faut des faits, quoi. On ne peut pas, si tu veux, être dans des logiques théoriques au doigt mouillé. Il faut regarder quels sont les faits, quelles sont les bases statistiques, quels sont les secteurs de production, quelles sont les compositions de classe, plutôt que d'être dans des discours, si tu veux, d'opposition de point de vue. Ça, je maintiens, quoi. Et j'ai quand même, parce que sur l'histoire des luttes ouvrières et de la façon dont tu évoquais les choses sur la baisse, etc., la gauche en 80, mais il y a un phénomène qui est rappelé ici, qui est évident, mais qui, à mon avis, justifie quand même pas mal la périodisation, même si on peut en discuter, parce que tu parles d'époque Giscard. Et la France a connu un processus de désindustrialisation absolument massif, beaucoup plus important que pour toute une série de raisons qu'en Allemagne. Plus rapide et plus brutal. Plus rapide, plus brutal, et qui... les chiffres sont dans le livre, et puis pour le coup c'est dans la presse économique. Le nombre d'emplois industriels en France, compte tenu justement du fait que c'est une grande puissance, par rapport à l'Allemagne, est très spectaculaire. Et ça a aussi des conséquences tout simplement sur ça, parce que en fait la tradition entre guillemets révolutionnaire contestataire à la française, elle demeure, elle est toujours forte, on l'a vu ces derniers mois. Et par contre effectivement, le fait qu'il y ait aussi peu de grèves, mais c'est aussi lié au fait, parfois il y en a moins que dans certains secteurs en Allemagne, mais tout simplement parce qu'en Allemagne, on peut discuter de l'orientation des syndicats en Allemagne, mais c'est parce qu'il y a encore beaucoup plus de grandes concentrations industrielles et c'est structuré. Alors que nous, si on peut même aller Jules Mock ou Clémenceau, Clémenceau, c'était pas très industrialisé, mais à l'époque de Jules Mock, ça commençait à l'être vraiment. Toutes ces grandes concentrations-là ont été cassées, y compris pour des raisons politiques. Alors après, on peut discuter de la responsabilité à l'occasion de la présentation du livre de Annie sur le plan Marshall. Donc on va certainement parler de ça. Il y a un débat sur... Là, c'est débat, mais il y a un débat sur durcissement de l'État ou pas durcissement de l'État. Je pense que les questions ne sont pas réglées, mais je pense que c'est une vraie question. Très bien. Donc sur un point, enfin pas tout à fait sans rapport d'ailleurs, mais et je vous pose la question parce que je pense que ça explique en partie la structure du livre et un certain nombre des auteurs qui sont mobilisés. Pour être franc, c'est une remarque qui m'a fait un peu sursauter. C'est vous dites à peu près, enfin je résume à peu près, qu'il y a un problème pour vous avec l'analyse marxiste classique, analyse historique, disons, c'est la question du déterminisme économique. Est-ce que vous pouvez faire quelques remarques sur ce point-là? Je pense que ça va nous amener à parler de Bourdieu et Weber et les sociologues d'une manière générale. Alors faisons un point rapide. Non, moi je pense que le marxisme n'est pas un déterminisme économique. Le marxisme affirme l'idée qu'il y a une centralité du conflit de classe, ce qui n'est pas la même question que le déterminisme économique. Et je pense qu'effectivement, des gens comme, c'est pour ça que je ne suis pas du tout bourdieuisien, contrairement à ce qu'on me dit, des gens comme Bourdieu, si vous voulez, ont caricaturé le marxisme en le critiquant comme un matérialisme étroit, je reprends ce terme, comme un réductionnisme économique. Or, je pense qu'effectivement, il y a des hypothèses fortes dans le champ du marxisme, qui est cette hypothèse de la centralité d'un conflit, mais qui n'est pas forcément, qui n'est pas un déterminisme économique. Mais pourquoi finalement le marxisme accorde une telle importance à la question économique? Parce que c'est quand même le cas. C'est parce que, pour reprendre
un grand historien qui s'appelait Polanyi, il y a eu une grande transformation en Occident qui fait que le champ économique s'est autonomisé par rapport, s'est désencastré, pour reprendre le terme de Polanyi, par rapport au champ social, et que de fait de cette aliénation, de cette autonomisation-là, il est devenu dominant et déterminant dans les autres sphères sociales. Donc le marxisme, effectivement, a raison. Alors, attention, Polanyi, c'est pas Marx. Hein. Oui, je sais. C'est même à bien des égards, c'est l'antithèse. Peu importe, je prends chez les auteurs ce qui m'intéresse. Oui, mais c'est pas Marx. Et donc les Marxiens. C'est un Marx. Et donc la question, c'est je pense qu'effectivement, il faut accorder une valeur déterminante à l'économie, pas comme une ontologie sociale, pas parce que c'est l'économie qui serait déterminante, mais parce que dans la société de classe telle qu'elle s'est construite dans le capitalisme, l'économie a pris une importance surplombante. Alors je vais en venir sur la question de Bourdieu, parce que effectivement, le seul problème que j'ai, et j'ouvre exprès la discussion et à la polémique, dans le contexte actuel, je dis bien dans le contexte actuel, effectivement, je pense qu'il faut dialectiser, si tu veux, la séparation ou le dualisme, si tu veux, ou la dichotomie, peu importe le terme, entre infrastructure et superstructure politique, telle que l'affirme le marxisme. Pourquoi ? Parce que je pense, je ne nie pas du tout cette chose-là, je me demande si penser aujourd'hui la France en termes d'infrastructure, superstructure politique, est-ce qu'on n'est pas en retard sur la situation historique ? Je m'explique. Aujourd'hui, il y a ce que j'appelle, j'ai essayé de le montrer, mais on est en désaccord, une sorte de compacité nouvelle du bloc au pouvoir avec des logiques où la circulation des élites entre direction d'entreprise et secteur administratif, haute administration est tellement forte à travers des mécanismes et des circuits qu'on appelle pantouflage ou rétro-pantouflage, avec en plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, vous faites HEC, vous faites 10 ans de conseil, vous pouvez aller vous pouvez être secrétaire d'État, ou vous pouvez être chez Macron, et quand vous avez fini de terminer chez Macron, vous pouvez aller chez Accor. Il y a une circulation croisée de plus en plus forte entre les directions économiques et les hautes sphères politiques, qui me semble que se dessine une sorte d'unité de pouvoir qui fait qu'on ne peut plus séparer véritablement qui sont les propriétaires des moyens de production, les dirigeants économiques, de la sphère politique. Et donc je pense qu'il faut s'interroger là-dessus. Voilà. Et c'est pas être bourdieusien de le dire, puisqu'au contraire, Bourdieu va affirmer l'autonomie du champ politique par rapport au champ des classes, et qui précisément il a construit... Qui est en totale contradiction avec Marx. Absolument. Mais absolu. Absolument, puisqu'il va affirmer l'autonomie du champ politique par rapport au champ social. Moi, je pense qu'au contraire, il y a une telle... Il y a une telle unité aujourd'hui du pouvoir à travers et on peut le voir, ces circulations croisées entre autre administration et direction économique, qu'on peut se demander finalement si la séparation marxiste classique entre classe sociale et caste politique a encore véritablement un sens. Et ça se voit aussi dans les parcours des gens, sans faire du Bourdieu. Mais aujourd'hui, si vous voulez, les parcours, c'est plus Sciences Po l'ENA. D'ailleurs, c'est pas une raison, pas une mauvaise. C'est pas un hasard que Macron a supprimé l'ENA. C'est qu'aujourd'hui, il faut faire HEC, il faut faire l'INSEAD. Les parcours de l'élite politique sont les mêmes, stricto sensu, que l'élite économique. Donc, je pense que il se joue quelque chose de. Ce qui dans la tradition française est effectivement absolument, pas parce comme que ça, c'est là où ça quelque chose a changé. Oui, parce que sous De Gaulle, si vous voulez, vous avez fait HEC, l'INSEAD, vous n'entriez pas comme secrétaire d'État. Il y avait des parcours pour faire des hommes politiques et des femmes politiques. Aujourd'hui, ce sont les mêmes parcours pour faire des élites économiques et des élites politiques. Et ça n'existait pas jusqu'à Chirac, grosso modo. Donc c'est là où il y a quand même quelque chose qui s'est transformé dans la construction des élites. Voilà, donc je pense qu'effectivement, il faut se demander si cette séparation infrastructure économique et superstructure politique ne nous met pas en retard sur la situation nouvelle que j'appelle une compacité du bloc au pouvoir, qu'à mon avis, il faut penser qui est caractéristique de la période. Voilà. Tu as répondu, évidemment je suis en désaccord total, oui, mais je ne vais pas mobiliser la discussion. Question suivante de... Je rajoute juste un truc pour les marxisants ici. Cette question ne vient pas de Bourdieu, contrairement à ce qu'on me dit. Elle vient d'un débat, et là je prends bien sûr, mais Bourdieu est le fils de Weber. Non, il ne vient pas de Weber. Il vient du champ interne au marxisme. Il vient, puisqu'il faut faire une psychanalyse en direct, du grand débat qui a eu lieu dans les années 30 entre Trotsky et le SWP, c'est-à-dire et la fraction américaine du mouvement communiste contre Cannon, Eastman, Schartmann et Burnham. C'est-à-dire que Trotsky défendant la théorie orthodoxe en disant que l'URSS est un État ouvrier dégénéré, c'est-à-dire en disant qu'il faut clairement distinguer la base sociale qui est collectiviste de la caste politique parasitaire, et appelant à une révolution politique
en URSS et pas une révolution sociale, puisque la propriété collective des moyens de production était déjà faite selon Trotsky. Et les socialistes américains, notamment Cannon, Eastman, Sharpman et Burnham, opposé en disant finalement c'est une distinction qui ne tient plus dans le contexte stalinien, il y a une unité du bloc au pouvoir et quelque part on ne peut pas simplement dire qu'il y a une révolution politique et pas une révolution sociale. Donc cette tension entre comment penser l'articulation entre caste politique et classe sociale ne vient pas chez moi, en tout cas pour moi de Bourdieu, elle vient de ce questionnement par rapport à ce grand débat des années 30 sur la nature du stalinisme. Sur ce point, nous ne sommes pas en désaccord, mais on va... Non, mais pour faire la transition. mais pas pour les mêmes raisons. Mais c'est pas en extériorité que le débat est venu en tout cas. Oui, c'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr, Non, mais vas-y. ça nous amène peut-être à un point qui est plutôt dans la conclusion et qui est en lien avec ça. Je voulais que vous fassiez quelques remarques peut-être pour le public sur ce que vous appelez votre définition élargie justement des classes sociales, qui ben, à c'est mon ça. avis rejoint un peu. C'est exactement ce ça. point-là. C'est que je dis que, et une fois de plus, c'est pas une théorie. J'avais la prétention de faire une nouvelle théorie des classes sociales et je reprends pas celle de Bourdieu. Je dis simplement que dans le contexte actuel que j'appelle, trouvons un autre terme, là aussi je suis pas nominaliste, c'est aussi quelqu'un d'autre terme, on peut parler de contexte fortement interdépendant, on peut parler d'unité de pouvoir, on peut parler de bloc au pouvoir. Moi j'appelle une compacité nouvelle du pouvoir Voilà, capitaliste. l'important comme ça c'est que de je parle. quoi tu parles. C'est Moi, pas je le parle nom de que tu lui donnes. compacité nouvelle du pouvoir capitaliste et notamment une circulation croisée accélérée, et ça on peut le vérifier empiriquement, entre les élites politiques et les élites économiques. Je pense qu'il faut ce que j'appelle une définition élargie des classes sociales, c'est-à-dire ne pas considérer que la classe dominante se définit uniquement par la propriété des moyens de production, mais également par son accès à des positions politiques Mais qui jamais peuvent être Marx n'a réversibles. défini les classes sociales par la propriété des modes de production. Ah bon? Oui, je vais te faire l'explication de texte. Je t'en ai déjà servi quelques-unes. Et juste pour l'anecdote, il y a eu un petit débat dernièrement à propos de conscience de classe, et j'ai rappelé aux gens que jamais Marx, vous chercherez dans tout le corpus, ne fait allusion, référence à la notion de conscience de classe. Sauf dans l'idéologie allemande. Comme ça. Non, pas du tout. Bah, tu peux vérifier. Je vérifierai. Et tu as lu le texte que j'ai envoyé? Tu peux chercher, hein. Tu vas chercher. Non, c'est En vrai plus, qu'il parle j'ai de l'avantage conscience, du la numérique conscience de maintenant, à classe. tout hasard, je ne me suis pas tapé de tout relire, j'ai scanné. Donc, non, Mais c'est un jamais. autre débat. Et c'est facile à comprendre quand on a compris et lu Marx. Tu vois? Oui, Ce mais qui n'est quel le est- cas ni de Trotsky, ni de la plupart des gens auxquels tu t'es référé. Bon, Trotsky, on peut pas dire qu'il n'a pas lu Marx. Ah non, mais lu et compris. Ah, d'accord. T'as des Isabelle Garot ou tant d'autres qui disent j'ai tout lu. Tu dis t'as tout lu, mais t'as rien compris. Je D'ailleurs, comprends pas. je le Trotsky, relis quand même, avec c'est eux. qu'un autre calibre que Je le Isabelle relis Garot, avec quand même. eux, je relis avec eux, et ben regarde, voilà, bah, par exemple, tu vas vérifier, c'est comme le mot, je ne sais pas, inflation, j'ai expliqué aux gens d'emblée que vous ne trouverez jamais ça chez Marx. Pourtant, on peut en parler en marxisme. On ouvre- Réification, vous ne trouverez jamais ça chez Marx. Sauf chez Lukács. Mais c'est intéressant d'en dire. Voilà. Le jeune Donc, Lukács, ouais. si on en réfère à Marx, je te fais observer que ce n'est pas la manière dont Marx Non, mais attends, catégorise les juste classes parce que sociales. il y a un truc dont on n'a pas parlé de chez Marx, qui est sur la 4e de couverture Ouais. et auquel fait allusion, c'est qu'est-ce que fait Marx lorsqu'il analyse la situation des élites françaises, on va dire comme ça, il y a Ouais. au moins des éléments. Ouais. Et ce qui est intéressant avec l'histoire du 18 Brumaire notamment, c'est qu'il cherche à analyser les différentes fractions, sous-fractions politiques, qui ne ramènent pas systématiquement à telle fraction de classe, mais qui essaient de voir même comment une forme d'autonomie relative du politique, de jeu entre les gens. Donc ça c'est important. Et effectivement, si on se... Évidemment, Brumaire dit... Non, une seconde. je termine. Il Je y a vous dis ce que un je vais dire. article de propagande qui va être J'ai- publié dans le j'ai prochain fait- propagande excellent j'ai de fait plein Charles d'interviews qui explique exactement ce Je dont peux pas tu es me en train de couper. parler. Bon, bah, je Donc suis tu vas très pouvoir je vérifier. le reçois, je suis abonné chez moi. Tu vas pouvoir Je sais vérifier. plus ce que je veux dire. Non, donc du coup, dans l'interrogation de Marx lui-même sur la France en son temps, et effectivement là où c'est intéressant de toujours se poser la question, c'est qu'est-ce que sont ces classes dominantes françaises qui ont des caractéristiques particulières, notamment à l'époque, ce bonapartisme qui revient et qui est difficile à analyser. Est-ce que c'est un compromis entre différentes fractions de classes dominantes, parce que c'est ça, il y a des discussions infinies dans le marxisme au XXe siècle là-dessus ensuite, mais pour en revenir encore une fois à Marx, c'est de dire qu'est-ce qui permet de faire la fusion, en gros, à l'époque c'est le petit peuple paysan qui peut voter désormais au suffrage universel, et des fractions entières de la classe dominante, bon à l'époque c'est le bonapartisme. Et ce qui est intéressant d'analyser aujourd'hui, et là effectivement il y a quand même, me semble-t-il, un changement
par rapport à la France du post-45 qui est structurelle, et on n'a pas besoin d'aller chercher Bourdieu ou je ne sais qui, même si objectivement il y a des Bourdieusiens qui passent leur vie à faire des études très précises sur les milieux d'affaires, les milieux politiques, et c'est quand même utile empiriquement, quoi qu'on en pense. Oui, Eh bien, c'est qu'il y a un changement. Non, mais c'est encore autre chose. Voilà. C'est qu'il y a un changement structurel de la façon dont les élites sont formées, même les diplômes qu'ils ont, ce qu'on leur. Voilà. C'est pas exactement la même chose. C'est pas la même chose d'être dans une sorte de venir d'un pur sucre d'un appareil d'État. Il peut être tout bourgeois soit-il, mais issu lui-même d'un compromis de classe, de contradictions, etc. Pour le dire clairement, c'est pas la même chose d'avoir des gens qui sont issus de l'ENA ou même de l'ENS ou ce genre de choses, et des gens qui ont fait toute leur carrière quasiment uniquement que dans les milieux d'affaires, pour le dire vite. Et ça, je suis désolé, chronologiquement, on est d'accord, indépendamment que de ça a changé. Ça a changé. Mais mille choses autres ont changé, et de manière beaucoup plus évidente. Et après, on va donner la parole plus. Mais juste une dernière fois, c'est-à-dire que c'est là où il y a quelque chose qui s'est passé dans les années 90, et notamment avec Sarkozy, c'est que la formation des élites a changé, et aujourd'hui les liens d'interdépendance entre dirigeants économiques, dirigeants politiques et les logiques, si tu veux, de circulation croisée, créent une unité de profil, d'action, d'objectifs de classe, d'habitus, puisqu'il ne faut pas utiliser le mot, qui n'avait rien à voir avec les promotions. Attends, laisse-moi finir. À la couche sociale de Bourdieu, qui n'a rien à voir. Laisse-moi finir. Qui n'a rien à voir, si tu veux, avec les logiques, si tu veux, de formation d'un préfet dans les années 80. Ça n'a rien à voir. Il y a d'excellents spécialistes du gaullisme qui font. Il y a un bouquin, je ne sais plus qui l'a coordonné, mais je l'ai lu, sur De Gaulle et les élites. C'est plein de petites études, c'est de l'universitaire très segmenté, mais si vous piochez là-dedans, c'est passionnant, parce que ça montre quoi? Ça montre que la bourgeoisie française, une grande fraction d'entre elles, devait composer avec un peu autre chose, était un peu gênée aux entournures sur la politique diplomatique, sur certaines choses. Ça ne remet pas forcément en cause fondamentalement la nature de classe de l'État, mais ça ne fonctionne pas de la même façon. Et donc, on est sorti de ça. Est-ce qu'on peut imaginer qu'aujourd'hui, dans l'ensemble, la fraction majoritaire du patronat français est gênée par la politique de Macron? Ça ferait rigoler tout le monde de dire un truc comme ça. Alors qu'auparavant, il y avait plus de contradictions. Alors que De Gaulle, c'était la droite, c'était pas non plus un anti-bourgeois. Mais demain, il y aura même des chefs d'entreprise qui pourraient être chefs d'entreprise, qui pourraient être présidents. Enfin, quand on annonce le nom de Thierry Breton, par exemple. Non, mais j'ai rien contre Thierry ni pour ni contre, je m'en fous complètement si vous êtes Thierry Breton. Mais si l'idée qu'on ait un profil d'entrepreneur qui puisse devenir président de la République est quelque chose de relativement nouveau par rapport à 3-4 décennies. Parce qu'avant, il y avait des modèles de formation d'une élite politique. Un armateur qui a réussi à gagner les primaires du parti. Et donc c'est là où j'ai une définition. C'est pour ça, et je termine là-dessus, que j'ai une définition extensive de la classe, parce que je pense qu'on ne peut plus séparer l'élite économique de l'élite politique. Voilà ce que je répondrai très simplement, mais à un autre moment. Ok, allons-y. Dernière question, après peut-être on va passer déjà, la parole au public, à moins que il y avait un autre point, long. Je crois que tu voulais. Il y avait un point. Non, parce que on est passé dessus. Bon, donc, alors là, on va demander s'il y a des gens qui veulent poser des questions ou intervenir. Je vais leur passer le micro. Et comme ils sont dans l'ombre, ils ne risquent pas. S'ils veulent rester anonymes, il n'y a pas de risque. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur. Oui, bonjour. Je tiens le micro pour bonjour, j'ai acheté ce matin votre livre, j'ai commencé par la 3e partie. C'est assez intéressant, hein, j'avoue, je ne suis pas sociologue, hein, mais... Dans la 3e partie, il faut préciser ce que c'est. Le titre. Qu'est-ce que vous avez lu? Alors, j'ai surtout lu la période actuelle, hein, Macron. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est la période actuelle. Alors, la question que je voulais poser, est-ce qu'il existe un populisme du centre? Et à un moment donné, vous estimez qu'il n'y a pas vraiment de suradministration en France, ou qu'il n'y a pas trop de fonctionnaires. Personnellement, moi je suis pas de cet avis. Quand on regarde par exemple le système de santé avec toutes ces agences très éparses, éparpillées, on a l'impression d'avoir quelque chose de suradministré avec des doublons, 15 strates, alors qu'en Allemagne il n'y en a que 6 je crois, ou 5. L'hôpital allemand par exemple fonctionne avec un ratio de un personnel non soignant pour 4 soignants, alors qu'en France c'est un tiers, 2 tiers, et pourtant l'hôpital
fonctionne bien mieux en Allemagne qu'en France, avec moins de fonctionnaires. Donc Frédéric Bizard, l'économiste de la santé, propose de réduire, de ramener le taux français du ratio soignant-non soignant à l'hôpital au niveau de l'Allemagne, ce qui permettrait donc de licencier 100 000 agents hospitaliers, ce qui permettrait à peu près, d'après ses estimations, 1 milliard en moyenne d'économies. Quelle est la question que vous posez à l'auteur, alors, à David Mühlmann, en rapport avec ce que vous avez lu dans son livre? Voilà. La question. Donc la question, donc là juste, c'est un désaccord. Je n'ai pas la même perception. J'ai pas la même perception. Et alors là, je reviens à la première question que j'ai posée. Existe-t-il un populisme centriste? Je ne sais pas ce que c'est en fait, on va dire. Qu'est-ce que vous appelez populisme Macron? Qu'est-ce que vous appelleriez un populisme? Alors, c'est un terme que j'ai entendu dans les médias. Je serais incapable de vous dire qui a cité. Enfin, c'est plusieurs personnes qui le citent des fois de temps en temps. Généralement, c'est plutôt des gens d'extrême droite ou d'extrême gauche qui parlent d'un populisme centriste dans les médias mainstream. Est-ce que ça correspond? Centre. Oui, alors est-ce que l'hypercentrisme ou l'extrême centre, je crois que même Bayrou avait utilisé il y a une dizaine d'années ce terme, est-ce que ça existe? Voilà. Ou est-ce que c'est un effet de langage ou est-ce que ça correspond à une réalité voilà. Alors voilà, la question est clarifiée. Qu'est-ce que tu penses de cette idée d'extrême centre en matière de classe, non pas strictement au sens marxiste classique, mais d'un point de vue politique? Le problème, c'est que j'ai un problème avec tous les termes de la question, c'est que je ne sais pas ce que c'est que le populisme, je ne sais pas ce que c'est que le centre. Enfin, c'est là où c'est compliqué. Le populisme, ça ne veut pas dire grand-chose, mais tu sais que c'est quelque chose qui est utilisé, une tarte à la crème ultra médiatisée. Donc, disons, dans les clichés habituels, on va prendre le populisme pour le cliché complètement contradictoire qui existe à l'heure actuelle, qui ne veut rien dire. Mais peut-être qu'on peut modifier un peu la question et dire qu'effectivement, comme vous parliez d'une sorte de mutation dans le profil des présidents moins régalien. Alors c'est là où, pour répondre par rapport à ce que je sais, parce qu'une fois de plus j'aime bien parler des choses que j'ai étudiées et pas avoir des discours abstraits. Je pense qu'il y a un léger changement qui s'opère entre les trois quinquennats que j'analyse, qui sont donc ceux de Sarkozy, Hollande et Macron. Chez Sarkozy, vous trouvez encore un affichage social. Aussi curieux que ça puisse paraître. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait l'analyse raisonner finalement quelles sont les politiques sociales et les politiques sécuritaires sous Sarkozy, Hollande, Macron, il n'y a pas pire que Hollande d'une certaine manière, entre à la fois les lois répressives et les lois El Khomri. Et le détricotage du droit du travail. En fait, ce qui m'a frappé chez Sarkozy, c'est qu'il y a un discours social, encore, en tout cas un affichage social, qui est d'ailleurs hérité d'un certain gaullisme de gauche. Absolument. Je pense qu'on peut le revoir. Là, on peut mobiliser des auteurs qui n'ont rien à voir avec notre champ, mais qui René Raymond. Enfin, je pense qu'il y a une vieille tradition du gaullisme de gauche, etc., qui vient lui-même du chiracisme, où le chiracisme s'en inspire avec tout le discours sur la fracture sociale, etc. Et on évolue, c'est pour ça que je parle... On a encore cette queue de comète sociale du gaullisme de gauche, ou en tout cas du gaullisme chiracien chez Sarkozy. Parce que le gaullisme tel que les gens se l'imaginent aujourd'hui correspond à ce qu'ils imaginent être le populisme. Voilà. On veut dire, pour l'avoir quand même vécu de près, le gaullisme. Et donc il y a cette présence-là, donc je ne sais pas si on peut la qualifier populiste ou pas. Et ensuite, effectivement, ce qui est assez curieux, c'est que cette fibre sociale ne s'affiche même, alors pas dans les faits, mais même plus dans les discours. C'est-à-dire qu'avec Macron, on n'est plus du tout dans le discours sur il faut construire une unité nationale, la cohésion, la fracture sociale. On est dans le traverse la route pour trouver un boulot. Si tu n'as pas un rond, c'est ta faute. Si tu ne peux pas t'acheter un costard, c'est de ta faute. Si tu es salarié, ça veut dire que tu n'es rien, etc. Enfin, on est dans un discours, si vous voulez, de l'individuation des conditions avec Macron et de la responsabilisation individuelle. On est dans la Startup Nation avec l'idée finalement qu'un pays, c'est une entreprise. Un pays, c'est une entreprise, et finalement, chacun fait carrière pour réussir son destin. Alors que dans le discours, si vous voulez, Chiraco-Macron, curieusement qui est classé à droite, il y a encore tout un discours autour de faire nation et faire collectif, qui n'existe plus du tout chez Macron, et finalement, Hollande représente un peu le chaînon entre les deux. Je suis d'accord. Voilà. Et si je peux juste ajouter une petite chose là-dessus, je ne sais plus si tu en parles dans le livre pour le coup, mais je me souviens très bien au séminaire de Feu Jean Salem, au séminaire Marx, on avait invité, je ne sais plus, un spécialiste des syndicats au moment de Sarkozy.
Et c'était au moment où se discutait la loi sur la représentativité des syndicats, qui est toujours d'ailleurs en valeur aujourd'hui, mais où il expliquait bien que le pari des sarkozystes, au début, beaucoup de gens de gauche disaient il va tout détruire les syndicats, il va limiter, etc. En fait, a été plutôt une logique d'intégration. La CGT a voté pour la loi sur la représentativité syndicale. Ils se sont mis d'accord, ça a favorisé un certain nombre de syndicats. Le patronat a toujours bien souhaité sûr, avoir des syndicats qui tiennent la route. Oui, mais par exemple, tu rappelais tout à l'heure que le mépris total, même à l'égard de la CFDT, etc., la stratégie de Sarkozy, à un moment donné, a été plutôt une forme d'intégration, effectivement, typiquement gaulliste. Enfin, il a même perdu son référendum sur un projet de type de celui-ci, quoi. Donc, c'est effectivement important de le rappeler. Mais je dirais pompidoliste. Oui, mais du coup, ça dit quelque chose du changement des 15 dernières années, quand même. Oui, je pense que dans l'idéologie macronienne, aujourd'hui, le chômeur, d'une certaine manière, est celui qui est un incapable, d'une certaine manière. Je pense que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire carrière. On n'est plus du tout dans l'idée de faire nation, quelles que soient les conditions. Et donc c'est là où je pense que il y a pour le coup un sociologue bourdieusien que je pense qui est intéressant, qui est Loïc Vacan, qui a écrit un livre qui s'appelle Punishing the Poor, qui n'a pas été traduit en français, où il montre que la voie américaine, d'une certaine manière, et la politique d'État est de punir les pauvres. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes pauvre, vous ne pouvez vous en tenir qu'à vous-même, et quelque part, il n'y a pas de raison que vous ayez des allocs. Et je pense qu'on est sur le plan idéologique dans cette logique-là. Protestant américain, anglo-saxon. Les riches sont riches, Dieu l'a voulu. Oui. Je vais pas te faire un long article, je peux te faire 10 pages simplement là-dessus si tu veux aussi. Mais c'est le format. Sans être dans les anecdotes, je pense que c'est une anecdote, donc ça vaut pour une anecdote, et j'aime pas en faire une conception générale, je fais attention. Mais c'est vrai, quand on dit aux chômeurs, hein. Traverse la rue, tu trouveras un job, ça veut, au-delà de la bêtise de ce qu'a dit Macron, ça veut bien dire que la condition sociale est une condition individuée. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est à toi de te démerder. Mais ça n'a pas pris du tout, ça. Ça a été une maladresse de. C'est pas un problème qui renseigne c'est pas un problème qui questionne la nation et la cohésion nationale. C'est un problème qui renseigne d'abord l'incapacité de l'individu à faire carrière. Et c'est là où il y a quand même quelque chose qui s'est passé. C'est mon point de vue, en tout cas. Alors, sachant qu'il est nominalement issu du PS. Question suivante du public, s'il y en a. Non. Vas-y, est-ce que tu peux t'approcher un petit peu? Bien sûr. Bon, bien que le micro de... C'est bon, là, ça va. Non, c'est bon, là, on va t'entendre. Non, on va t'inquiète. Mais je vais articuler. Oui. Merci beaucoup pour le livre que j'ai vraiment pris de l'intérêt et du plaisir à le lire. Il était vraiment très bien. Alors, juste une remarque avant de poser ma question. Je sais qu'avec le libraire, il est de bon ton de taper sur Bourdieu. J'invite simplement tous ceux qui sont ici et qui ne sont pas des hegéliens forcenés à lire la préface du Sens pratique, où il parle de son rapport, alors surtout à Weber, mais aussi à Marx, et où il parle justement de ce que Weber lui a permis de faire, c'est-à-dire de réaliser un matérialisme généralisé. Donc quelle est la question? Voilà. On le sait tout ça. J'ai passé mon temps à lui dire t'es pas marxiste, t'es weberien. Et comme anti-marxiste, Weber se pose là. Voilà, alors Bourdieu, son dieu, c'est Weber. On est d'accord. On le sait ça depuis le début. Ma question c'est, vous écrivez à la page, donc c'est à la toute fin de votre deuxième partie, c'est dans une note. C'est une note qui vient après votre commentaire où vous dites que la classe ouvrière, effectivement, elle... je ne veux pas vous trahir. Donc, la classe ouvrière, effectivement, elle s'est un peu... Il y a eu un dépérissement de la classe ouvrière, mais vous indiquez, ça ne veut pas dire qu'il y a un dépérissement de la classe ouvrière en général, bien au contraire. Et là, vous parlez effectivement des divers exécutants employés. Alors, vous rajoutez en fait dans une note qui m'a interrogé, donc je vous cite... Il devient de plus en plus difficile d'identifier les contours exacts des fameuses classes moyennes que l'on concevrait en rupture avec les classes populaires salariées, à moins d'entrer dans le débat marxiste abstrait pour différencier ce qui relèverait d'une activité économiquement productive ou non. Alors, ça m'a un peu interrogé, je me suis dit, mais finalement, sur quoi vous... En fait, faites-vous une différence entre la division d'une société en classes, qu'on peut théoriser à partir de Marx aussi, et ensuite, ce qui est plutôt de l'ordre de l'apparence, à savoir la stratification sociale qu'on a de la société. Est-ce que vous faites une différence entre les deux? Et si c'est le cas, en fait, j'ai pas vu ça dans votre ouvrage,
quelle est la stratification sociale que vous proposez en fait? Parce que je ne comprends pas très bien en fait si par classe moyenne vous introduisez en fait des nouveaux éléments théoriques ou pas. Donc j'aimerais juste une précision sur division et stratification sociale. Alors, excellente question, si je peux me permettre. Plusieurs choses. Premièrement, je dis effectivement que c'est pas parce que la classe ouvrière au sens traditionnel est je sais pas, c'est comme dire impotente, enfin en déstructuration, peu importe le terme, que les sujets portés par la classe ouvrière ne sont pas sur le devant de la scène. Et c'est bien moi ce découplage entre les espaces qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on se rend compte, Chassé naturel, il revient au galop. Ce qu'on se rend compte, c'est que grosso modo, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que c'est quand même un point frappant, c'est qu'à la fois, il n'y a pas toutes les revendications portent la question du pouvoir d'achat, des retraites, des salaires, de la lutte contre l'inflation, etc. Mais elles ne sont pas portées dans l'espace du travail. Elles ne sont pas portées, comme l'a dit Dominique, dans des grèves ouvrières. Donc, ce qui est intéressant, dans le rapport de production, c'est pas parce que les questions ouvrières ne seront pas portées par la classe ouvrière que ces questions-là ne se portent pas. Simplement, elles se portent dans des mouvements sociaux beaucoup plus labiles, réticulaires, si vous voulez, que des rapports de domination et non plus d'exploitation. Deuxièmement, sur la question de la stratification sociale, c'est une bonne question. Alors, effectivement, la plupart des études sociologiques un peu sérieuses montrent que tu as réfléchi 30 secondes à ce que tu allais dire. Il faut réfléchi. juste que je redémarre parce qu'on a de nouveau passé la demi-heure et je ne suis pas assez vigilant. Je devrais me cantonner à mon rôle de technicien plutôt que de perturber le débat. Donc je répète. Premièrement, il faut prendre acte, et ça pose plein de questions stratégiques et organisationnelles pour les syndicats et pour les partis politiques. Qu'est-ce qu'on fait dans un contexte où les questions typiquement ouvrières, économiques d'une certaine manière, sont au devant de la scène mais ne sont pas portées sur les lieux traditionnels de production? Je pense que c'est un vrai sujet. Le deuxième sujet, c'est, je pense qu'effectivement, les sociologues les plus sérieux montrent qu'il y a quelque part une homologie, enfin une ressemblance de conditions entre les employés du tertiaire, pour le dire rapidement, et les ouvriers au sens traditionnel du secteur primaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui la plupart des sociologues passent de classe populaire, et je pense qu'effectivement, sur le plan des conditions objectives, il y a quelque chose de relativement équivalent entre un petit employé du tertiaire et un ouvrier. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, la fracture, si vous voulez parler en termes de stratification sociale, elle passe moins en termes de manuel intellectuel ou productif-improductif qu'en termes de exécutant/subalterne versus dirigeant. Il y a quelque chose de l'ordre de fonction subalterne propre au salariat et propre à la condition salariée qui ne renseigne plus seulement sur la question ouvrière mais qui prend en compte ces classes moyennes salariées. Donc je crois qu'il y a une unité objective, s'il fallait parler comme au 19e siècle, une unité objective du salariat. Troisièmement, effectivement, je ne fais pas de stratification sociale. Je pense que c'est vain, en fait. Je pense que c'est absolument vain de faire les découpages, comme pour le coup le faisait Poulantzas et d'autres, en expliquant quelles sont les frontières de classe dans le capitalisme avancé. Ça, c'est la petite bourgeoisie intellectuelle, ça, c'est la petite bourgeoisie indépendante, ça, ce sont les intellectuels prolétarisés, ça, ce sont les intellectuels... Je pense que ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Pour deux raisons. Un, puisque vous renvoyez à Bourdieu, et là-dessus, il avait raison, je m'en excuse, c'est que les luttes de classe sont aussi des luttes sur la définition des frontières de classe. C'est-à-dire que c'est pas à l'intellectuel, c'est pas aux chercheurs de définir qui est qui, puisque les acteurs eux-mêmes contribuent à définir quel est leur périmètre. Est-ce qu'on se sent ouvrier? Est-ce qu'on considère qu'on a une cohésion entre ouvriers et employés? Et je pense que c'est pas, si vous voulez, aux chercheurs de dire qui est qui dans quelle boîte. Il faut prendre en compte les luttes symboliques dans les rapports de classe qui définissent quelles sont les catégories de classes qui sont faites par, entre guillemets, les profanes. Et enfin, je pense que faire une analyse objective de la stratification sociale ne renseigne en rien sur l'action. C'est ça mon problème que j'ai. Moi, j'ai travaillé sur les luttes, et on me la reproche. C'est-à-dire, je travaille sur les luttes, c'est-à-dire, grosso modo, quelles sont les mobilisations, quelles sont les luttes des 30-40 dernières années. Et je pense qu'en fait, c'est pas parce que vous avez fait une belle stratification sociale en expliquant que potentiellement la classe ouvrière ou les employés ou je ne sais qui ont un pouvoir de classe fort ou qui sont homogènes, qui vont se mettre en route. Il y a une différence entre, si vous voulez, la carte et le territoire, d'une certaine manière, entre la photographie des classes sociales et leur mise en action. C'est pour ça que moi, je ne raisonne que sur l'acte, c'est-à-dire que sur quelles sont les classes mobilisées.
Voilà. Je raisonne sur les classes mobilisées et je ne raisonne pas sur les classes objectives. Je pense que c'est une aporie d'un certain marxisme structuraliste que de raisonner sur les classes objectives. Je pense qu'il faut raisonner sur les classes mobilisées. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors, autre question, s'il y en a, parce que le temps file quand même, on pourra peut-être passer aux libations rapidement. Pas d'autres questions. Madame. Il y a quelque chose qui m'a interpellée en particulier, enfin un petit peu partout, mais surtout dans le chapitre en fait sur Hollande. C'est quand tu parles en fait du durcissement du pouvoir politique et notamment de l'augmentation de la violence, que je remets pas forcément en cause, mais il manque, je trouve, dans l'analyse, ou n'apparaît pas dans le livre, toute la partie internationale et extérieure. C'est-à-dire qu'on peut parler du fait des fichiers S, du fait qu'il y a une diminution de liberté. Oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, c'est pas juste le gouvernement qui a décidé de devenir autoritaire. Il y a aussi une réaction face à l'État islamique qui était quelque chose de complètement exceptionnel et d'un niveau de violence qui était, je crois, jamais vu ou presque dans le monde. Et c'est vrai pour l'État islamique, mais il y a aussi énormément d'autres éléments sur quasiment beaucoup de choses. Sur les émeutes, il y a les Black Blocs qui sont venus complètement renverser l'équilibre des manifestations. Donc il y a vraiment beaucoup de choses et je ne l'ai pas vu dans le livre et je me demandais... puisque je ne doute pas que tu saches ça, pourquoi tu avais choisi de ne pas axer ta réflexion là-dessus ? Autre excellente question. Deux choses là-dessus, et je m'en explique dans l'introduction. Il y a une question de périmètre, c'est-à-dire qu'en fait, comme j'explique en introduction, je travaille sur la France en ayant conscience que la France est prise dans un réseau international, enfin en intervenance avec d'autres nations, d'autres institutions européennes, notamment que je ne traite pas, et on pourrait très bien me le reprocher. Mais si tu veux, je ne peux pas travailler sur tout. Donc moi, je travaille sur les logiques endogènes d'une certaine manière de la France, et il faudrait faire des travaux sur les autres pays européens et voir exactement comment les autres pays européens ou non européens, leur situation politique ou terroriste, tout ça, pèse sur la situation française. Mais moi, j'ai défini un périmètre qui est celui de la France stricto sensu. Je ne peux pas faire l'analyse de l'ensemble des pays et de voir quels sont les effets le poids, d'une certaine manière, que des logiques macroéconomiques ou des logiques institutionnelles européennes ou que des logiques terroristes pèsent sur le contexte français. Donc c'est une manière de circonscrire mon objet, comme on dit en sociologie. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que, et là on pourrait me critiquer aussi, mais moi je ne critique pas les lois d'exception. C'est-à-dire que ce qui me semble exceptionnel, c'est pas les lois d'exception. J'ai bien conscience qu'il y avait un contexte terroriste, j'ai bien conscience qu'il y a j'ai eu des mails d'insultes, mais il y a un contexte sanitaire. Pas de moi pas. Bon, tes potes. Contexte sanitaire, si tu veux, et donc il y a eu des lois, les lois Covid, etc. Moi, c'est pas ça qui me pose problème. Moi, ce qui me pose problème, c'est la pérennisation des lois d'exception dans le droit commun. C'est ça que je pointe sous Hollande. Je ne questionne pas, si tu veux, je pourrais le faire, mais je ne questionne pas déjà, je suis pas scientifique, je n'ai aucune capacité à juger si les lois d'exception sanitaire, par exemple, ou les lois terroristes étaient hypertrophiées ou pas hypertrophiées. Par contre, ce qui est tout à fait caractéristique, c'est qu'on a fait passer de manière assez mécanique des lois d'exception, on les a pérennisées et on les a mises dans le droit commun à travers des logiques de fichage, de surveillance généralisée, etc. Et ça, c'est un phénomène qui est particulier. Voilà. C'est ce phénomène-là que je pointe, mais ce n'est pas en tant que tel le phénomène d'exception que je pointe. La réponse est assez clair. Ouais. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais t'inviter, Oliver, éventuellement, si vous voulez conclure. Préparer la conclusion. Non, pas spécialement, puisque je pense qu'on a... Weber, non Weber, on en a déjà parlé. On a Weber, l'État. Bourdieu, Weber. Non, Bourdieu, Weber, voilà, c'est ça. Non, je pense qu'on en a... Il y a monsieur qui... monsieur, finalement. Il y a une question. De brève. Ce que vous avez rappelé dans votre introduction, que Lénine avait écrit Le développement du capitalisme en Russie et que vous parliez de la nécessité de faire une analyse de classe de la société française. Dans quelle mesure pensez-vous y avoir contribué ? On pourrait dire que c'est la présentation, mais est-ce que le fait pour vous d'avoir écrit ce livre ne constitue pas le symptôme que peut-être il y aura un jour dans le futur proche des bouleversements économiques profonds ? C'est une question assez générale, mais vous voyez, le fait pour vous d'avoir été matériellement poussé à écrire votre ouvrage. Ça serait prétentieux de dire oui, parce que ça voudrait dire que ma personne totaliserait. Je dirais, non, mais c'est ça que ça voudrait dire. Le moment historique. Je synthétiserai le moment historique. Tu incarnerais la totalisation que tu revendiques. Donc je pense que mon travail, j'ai aucune prétention à penser qu'il reflète quelque chose de significatif de la période.
Donc non, je ne le pense pas. Par contre, ce que je pense simplement, c'est qu'on est dans une période pour terminer là-dessus, de délitement de la pensée à gauche, pour le dire rapidement, de délitement des organisations de gauche, où on navigue entre le NPA, entre Mélenchon, etc., qui n'a ni capacité intellectuelle ni capacité organisationnelle de fond, aucune alternative politique n'est là. Et donc je pense que c'est le moment de faire tourner les meilleurs logiciels qui ont été inventés, de les mettre au travail, de les tester. Enfin, j'ai parlé notamment de la question infrastructure, superstructure. Il ne s'agit pas d'être idolâtre de concepts, mais de les faire fonctionner, ce qui est l'esprit de Marx, faire fonctionner, pas appliquer de manière dogmatique. Et je serais ravi que ce travail-là soit critiqué au sens de la critique rationnelle par d'autres, que des gens soient en désaccord sur la périodisation, très bien, et que finalement ça fasse un ajout. Mais en tout cas, j'ai la conviction que ça peut participer modestement, pas le livre, mais le livre plus d'autres efforts, à identifier quels sont les points de force, les points de faiblesse de la totalité sociale, et donc sur quels éléments il faut se centrer politiquement. J'espère contribuer à ça. Mais tu y comptes. Très brève conclusion personnelle. Gentil. T'inquiète. Tu y contribues dans la mesure où, malgré toi, finalement, tu exprimes exactement le désarroi qui explique la situation de nullité que tu soulignes toi-même, que tu m'as dit que tu étais bien d'accord avec moi, de l'état de nullité totale de toute une idéologie prétendument de gauche, de notre petite bourgeoisie de classe moyenne, mais pas seulement de gauche, mais y compris de gauche, et tu mets en avant exactement ce qui les a amenés là, c'est-à-dire Weber, Bourdieu et toute cette merde. S'ils sont dans cet état de nullité intégrale, c'est précisément à cause de ça. Et ça, ce sera l'objet d'une autre discussion. Je conclurai simplement en disant déjà, donc tu fais le constat, mais tu n'arrives pas à l'exprimer sévèrement. Je pense avoir été assez clair sur le fait que je ne suis pas Bourdieu. Et je suis aussi assez clair sur le fait que ça ne serait pas une insulte, parce qu'on peut penser ce qu'on veut, et tu l'as rappelé, Jean-Dumas. Je pense que les analyses empiriques faites par des sociologues bourdieusiens ont leur valeur. La question, c'est comment on les met en musique. Et le deuxième point, c'est que je pense qu'il faut fonctionner avec des faits, je le redis, pas des conjectures, pas des interpellations comme ça. Je pense qu'il faut travailler, et je pense que j'ai travaillé, et je pense qu'il faut que d'autres travaillent et me critiquent sur une base quantitative et qualitative. Et je terminerai avec ce mot de Lénine qui disait « Qu'est-ce qu'il faut faire ?» et il répondait « Apprendre, apprendre et encore apprendre ». Nous sommes sur ça, on est d'accord. Bravo. Bravo. Merci. Bon, là, excusez-moi. Wow.